Je me présente, je suis Vrooms Venceslas, smicard le jour et créateur de contenu la nuit, mais surtout présentateur de ce podcast passionnant par des passionnés pour des passionnés, Regard Cam. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de me retrouver avec Steven Briand, qui est juste en face de moi. Salut. Et qui est également, du coup, le co-créateur de ce podcast. Exactement. Pour cet épisode pilote, tu ne seras pas vraiment le co-présentateur, mais tu seras du coup notre premier invité. On s'est dit que pour un tout premier épisode, on allait peut-être faire ça qu'entre nous deux avant de ramener quelqu'un depuis Paris. C'est ça. Parce que vraiment, le but du coup, c'est d'inviter des professionnels et de parler avec eux de leur parcours. Donc, c'est toi le premier invité parce que tu as une belle carrière et moi, j'ai le bac. Et ton diplôme ? Non, j'ai pas vraiment mon diplôme. Ah, mais merde, ça pourra faire l'objet d'une superbe chronique, peut-être dans un épisode prochain. Ok. Et du coup, Steven, avant de commencer sur la première rubrique, je te propose, comme c'est toi qui m'as proposé de lancer ce podcast, d'expliquer un peu la genèse de comment tu as eu l'idée de ce podcast, en fait, d'où ça t'est venu. Ouais, alors effectivement, c'est une idée c'est un mélange de plusieurs choses. Je pense que ça a commencé par le fait qu'on a pas mal d'échanges avec toi et avec d'autres où on parle un peu de cinéma, où on voit qu'il y a un intérêt pour ça. Donc c'est vrai que d'un côté, je voyais parmi les étudiants auprès desquels je peux intervenir, je voyais qu'il y avait un peu une envie de connaître un peu ce monde-là et de comprendre tous les métiers qui peuvent y exister. Et c'est vrai que dans le cadre des cours, on n'a pas toujours l'opportunité de bien creuser sur tous les types de métiers. Et puis de l'autre côté, comme je travaille en tant que réalisateur sur des plateaux, notamment en publicité, effectivement, en fait, je discute beaucoup de films, de cinéma avec des techniciens, avec des potes aussi. Les gens avec qui je travaille, il y en a beaucoup qui font partie de mes amis maintenant. Et en fait, à un moment donné, la connexion s'est faite un peu naturellement, quoi. Je me suis dit, en fait, ce serait intéressant de parler, en fait, que les conversations que j'ai avec mes collègues de travail, les étudiants auprès desquels j'interviens puissent en fait les entendre et voir un peu que à la fois c'est des parcours qui sont super différents d'une personne à l'autre, il n'y a pas vraiment de ligne droite pour aller dans ces métiers-là. Et d'autre part, le gros point commun, le gros dénominateur commun entre tous les gens, c'est que c'est globalement des passionnés, quoi. C'est des passionnés de cinéma et ça me paraissait intéressant de me dire pourquoi ne pas faire parler des gens qui travaillent dans le cinéma, les faire parler de leur passion qui, en fait, aujourd'hui est leur métier, quoi. Donc voilà, et puis du coup, au cours d'un café, on en a parlé, je t'ai pitché un peu l'idée, et puis voilà, et puis on est là, du coup. Parce que oui, du coup, il faut savoir qu'en fait, j'étais l'élève de Steven avant, et du coup, j'appuie un peu ton propos, parce qu'effectivement, moi, en tant qu'élève, franchement, les moments les plus intéressants, c'était toujours quand quelqu'un qui avait du métier venait nous parler vraiment de la vraie vie, de ce qui se passe vraiment. Parce que le cinéma, l'audiovisuel en général, c'est franchement quelque chose qui est assez opaque, qui fait beaucoup rêver et qui peut aussi faire un peu peur. Et si j'ai un peu cerné le concept du podcast, c'est du coup en fait d'enlever ce voile un peu. C'est ça. Et du coup de mettre un peu plus à l'aise, de faire moins flipper les gens, de les aiguiller un peu. C'est ça, exactement. Conseiller. C'est ça. Et de leur montrer des parcours aussi différents. C'est ça. Et puis de se rendre compte qu'effectivement, c'est des métiers dans lesquels... En fait, les gens, ils sont là avant tout parce qu'ils aiment bien faire des films, que pour la plupart, on apprend... Alors, il y a plein de choses qu'on apprend à l'école, et c'est très bien de faire des études et tout, mais en fait, il y a beaucoup de réalités du métier qu'on apprend sur le terrain, et c'est là où aussi il y a toujours des anecdotes assez étonnantes, incroyables, inattendues des différentes personnes avec qui on peut bosser, et c'est là où je me dis, c'est intéressant de faire en sorte de partager ça, et que ça reste pas juste entre les gens qui font des films, quoi. Voilà. Très bien. Et je me rends compte quelle honte, je me rends compte qu'en fait, je t'ai vaguement présenté, mais je t'ai présenté en tant que co-créateur, et j'ai pas dit que Steven Briand, du coup, était réalisateur, co-réalisateur dans Bounty Banana. Exactement. Tu as fait tes preuves dans la pub, dans le clip, et également, là, tu es en préparation de ton premier court-métrage, avec des ambitions qui te sont propres. Oui. Là, c'est vraiment une présentation assez large. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Il y a des choses que tu veux rajouter sur cette présentation ? Non, c'est assez juste. Je pense qu'aujourd'hui, mon activité, elle se divise un peu en trois directions, quoi. Donc, effectivement, il y a le fait d'intervenir dans des écoles d'études supérieures. Il y a le fait de continuer à faire de la pub. Moi, j'ai vraiment commencé en faisant de la publicité en tant que réalisateur, d'abord tout seul, aujourd'hui en binôme avec Julien Jourdain de Muison
à qui on dit bonjour, et avec qui on continue à travailler à l'heure actuelle. Hein. Là, une fois que je vais avoir fini cet enregistrement, je vais aller continuer à bosser sur les effets visuels du prochain film, de la prochaine pub qu'on est en train de monter, quoi. Okay. Et puis un troisième volet qui est plus récent, vers lequel je suis en train d'aller petit à petit, qui est la fiction. Et donc, le premier pas un peu là-dedans, c'est le court-métrage de fiction. Et là, il s'agit d'un projet qui est en train de se monter depuis déjà pas mal de temps. Et si tout se passe bien, qui va se tourner à la fin du printemps, au début de l'été prochain. Et voilà, et puis on suivra un peu les étapes ici. Maintenant, là, tu es dans cette position que tu viens de nous montrer, tu en as à ce stade de ta carrière, mais justement, les gens ils vont se demander comment est-ce qu'on en arrive là. Du coup, on va commencer ce podcast avec la première question officielle. Alors, nom, prénom, profession, pour commencer. Ok, donc je m'appelle Steven Briand et je suis réalisateur. Voilà. Et est-ce que maintenant, la question peut-être un peu plus costaud, tu peux me résumer ton parcours dans l'audiovisuel, dans le cinéma, de ton souvenir le plus lointain jusqu'à aujourd'hui? Ok. Alors, le souvenir le plus lointain d'audiovisuel, de film, je pense que ça doit être un film auquel j'ai participé quand j'étais genre en CM2. Okay. Où on a adapté, c'était sur le samedi matin et c'était avec un intervenant spécial qui venait dans l'école, quoi. On a fait en stop motion une adaptation de 20 milieux sous les mers de Jules Verne sur 6 mois de l'année. Et à l'arrivée, il y avait un petit film de stop-mo. Donc ça, je pense que c'est vraiment le tout premier souvenir d'une expérience de voir une caméra, voir de la lumière, devoir réfléchir vaguement à un découpage, parce que t'imagines bien que des enfants de CM2 re-raconter 20 milieux sous les mers, t'es obligé de simplifier beaucoup, de choisir les scènes que tu veux et tout. Donc c'était un souvenir, c'est un souvenir que j'aime bien, parce que c'était vraiment c'était super, quoi. Quand t'es petit, t'apprends à faire un film et tout, c'est génial. Et donc ça, je pense que c'est le plus ancien, ouais. Je me permets, c'est un peu annonciateur en plus. Parce que déjà du stop motion, un peu de l'animation. Ouais. Après, je pense que c'était... À l'époque, je me suis pas dit ah là là, je vais en faire ma vie, tu vois. Genre, je me suis juste dit ah, c'est trop cool. Et puis, moi, à l'époque, j'étais surtout un enfant qui dessinait beaucoup. Donc, j'imaginais davantage aller vers de la bande dessinée, ce genre de choses. Et puis, en fait, ça m'a amené graduellement. Donc, j'ai fait un collège, un lycée. À l'époque, donc, j'étais en littéraire, j'étais en L. Et puis, à l'issue de ça, je suis rentré dans une mise à niveau en art appliqué. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais encore plutôt l'idée de faire de la BD ou du dessin animé, quoi. Et donc cette mise à niveau en art appliqué, je l'ai faite à Montaigu, à côté de Nantes, à côté d'ici. On embrasse la Vendée, bien sûr. Yes. Et à l'issue de cette mise à niveau, j'ai passé le concours des Arts Déco à Paris. Je suis rentré aux Arts Déco, j'ai été reçu, j'étais très content. Je pense que ça, c'était un des jours vraiment forts dans ma vie, le moment où tu ouvres la liste et où tu vois que tu es dedans, quoi. Je te ramène un peu en arrière. Du coup, tu fais ce collège, ce lycée, cette prépa littéraire. C'est une prépa d'art. Prépa d'art dans le lycée de Montaigu. Ouais. Et est-ce que déjà à ce moment-là, tu as une idée précise de, en fait, si tu veux cette chose où tu t'es très content de rentrer, c'est parce que tu as une idée précise de ce que tu veux en faire? Ouais, je pense qu'à ce moment-là, ma vision, c'est vraiment le dessin animé, l'animation. Mais vraiment l'animation au sens dessin animé, quoi. C'est vraiment les trucs qui me font rêver. Je me dis que je sais dessiner, ça veut rien dire, mais je dessine à peu près correctement. Et donc, je me dis, j'ai envie de me former à ça. J'ai jamais pris de cours de dessin jusque-là. Et donc, je me dis, je vais faire des études supérieures dans le dessin. Et puis, à l'issue de ça, je vais apprendre à faire des dessins animés. Donc, à cette époque-là, en mise à niveau, quand arrive le moment de choisir un peu vers quoi on veut s'orienter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas très bon en mise à niveau, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui venait du dessin, mais pas du tout des arts plastiques. Et c'est vrai que la mise à niveau en art appliqué, elle était plus orientée sur les différents domaines des arts plastiques, donc de la peinture, de la couleur, du stylisme, un petit peu d'archi d'intérieur, enfin de la communication visuelle, plein de choses comme ça. Et moi, je touchais pas une bille. Moi, je savais dessiner des bonhommes dans des poses à la Dragon Ball. Enfin voilà, j'étais dans ce genre de délire. Donc du coup, ça matchait pas vraiment. Et très vite, j'ai compris que j'allais pas pouvoir viser ce à quoi préparer la mise à niveau, c'est-à-dire au BTS et au DMA, qui était donc diplôme de métier d'art et brevet de technicien supérieur, qui visait en fait les métiers d'art au sens large, quoi. Donc, il me restait les concours.
Et donc c'est là où j'ai commencé à spotter un peu quels étaient les concours, quelles étaient les écoles dans lesquelles il y avait du dessin animé, et que parmi ces écoles, j'ai identifié les Gobelins, qui est la meilleure école de cinéma d'animation du monde aujourd'hui, et l'était déjà à l'époque, et les Arts Déco, et quelques autres écoles, et est venu le moment de passer le concours. Je suis arrivé au concours des Gobelins, je me suis vite rendu compte que j'étais pas si fort en dessin que je pensais. Et puis surtout, quand tu arrives au concours des Gobelins, tu rentres dans une salle, il y a 700 personnes dans la même salle. Nous, cette année-là, c'était à la porte de la Villette, à la Cité des Sciences, quoi, dans une énorme salle. Et tu as vraiment des rangs de gens, quoi. Et puis tu reçois ton sujet, tu regardes le mec à côté de toi, tu te dis... ça va, il dessine pas si bien. Ça ressemble à quoi un sujet pour ce genre de concours ? Alors pour les Gobelins, il y a plusieurs exercices, mais le premier exercice qui est le plus discriminant, c'est on va te donner un personnage imposé et une action imposée, et tu vas devoir dessiner une décomposition de mouvement, donc tous les dessins qui vont te permettre de lire ce mouvement-là. Donc moi, concrètement, j'ai eu... je crois que c'était Papyrus, qui est un personnage de bande dessinée qui a été adapté en dessin animé, BD franco-belge. Donc c'est un petit Égyptien, il me semble. Et en gros, il fallait faire Papyrus qui... alors je sais plus ce qu'il devait faire, il devait descendre des escaliers. Et puis il y avait on avait 2 sujets, donc il fallait faire ça. Et le deuxième, c'était un chat qui joue avec une pelote de laine. Okay. Et donc là, tu te rends compte que, putain, en termes de dessin... faire un chat qui joue avec une pelote de laine, c'est costaud de fou, quoi. Et donc, comme je disais, tu regardes à gauche, tu vois ton voisin de gauche, tu te dis, bon, ça va, il galère comme moi, normalement, il y a bagarre, quoi. Et puis, tu regardes ton voisin de droite, et là, tu fais, bon, bah, je peux rentrer chez moi, en fait. Et tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont beaucoup, beaucoup plus loin que toi sur le chemin du dessin, quoi. Donc, ouais, le concours des Gobelins, pour moi, ça a été une remise à l'heure un peu de mon niveau de dessin, quoi. Et donc, en sortant du concours, j'ai fait, bon, bah, je vais miser sur les autres concours. Et j'ai misé, entre autres, sur les Arts Déco, où là, il y avait aussi des épreuves de dessin, mais il y avait d'autres épreuves. Enfin, en tout cas, les épreuves étaient moins techniques et plus ouvertes. Et donc là, c'était un concours en plusieurs étapes. Et donc, du coup, en fait, c'est simple, hein, j'ai passé la première étape. Donc après, il fallait préparer la seconde. J'ai passé la seconde. Tu passes, ensuite, tu viens... Donc la première étape, c'est chez toi. Tu reçois un sujet. Tu as 4 jours pour envoyer 10 planches sur le sujet. Ensuite, tu viens, si tu passes cette étape-là, tu viens à un entretien où tu présentes tes planches devant un jury, quoi. Et puis, si tu passes cette étape-là, là, tu viens au concours sur table. Donc tu reviens à Paris et tu as un sujet qui tombe, tu as 3 heures pour pondre, je crois c'est 3 planches, un truc comme ça. Et en plus, derrière, tu as un oral, donc les deux vont ensemble, où tu es interrogé sur ce que tu as fait sur table et tu es interrogé sur une analyse d'image. Donc on te sort et tu tires une image au hasard, il faut que tu sois capable de l'analyser. Et puis après, tu avais un dernier truc, oui, tu avais des livres à lire. Et donc, tu tires un des extraits des bouquins et pareil, il faut que tu sois capable d'en parler, quoi. Ok. Ah oui, c'est bien costaud. Ça s'étale sur... Ça commence en février et tu as les résultats fin juin. Et donc, voilà. En parlant des résultats, du coup, est-ce que tu l'as eu du premier coup ? Alors, je l'ai eu du premier coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Arts Déco, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, c'était... en fait, ils te mettent une note à chaque étape. Et ensuite, ils font la moyenne de ces notes et il faut avoir plus qu'une note butoir pour pouvoir faire partie de la promotion. Donc là, il fallait avoir plus de 15. Il fallait plus de 15 de moyenne, quoi. Et donc moi, je crois que j'ai eu un truc genre 15,6. Et avec 15,6, j'étais sur une promo de 80 élèves. Donc, tu as 80 élèves qui ont été sélectionnés. Je crois que c'est 77, un truc comme ça. Et ils sont classés du premier au dernier. Tu vois. Okay. Donc, quand tu ouvres ton mail avec la liste, bah, tu scrolles en fait. Et tu cherches ton nom. Et donc, je peux te dire que plus tu scrolles, plus tu stresses. Parce que plus tu scrolles, moins tu as de chances d'être dedans, quoi. Et moi, j'ai scrollé jusqu'à la 71e place. Donc, je suis arrivé parmi les derniers. Mais je suis arrivé. Et puis après, quand tu rencontres les gens à l'intérieur des Arts Déco, tu te rends compte de petits trucs qui font que le jeu n'est pas si... faire que ça. Non pas qu'il y a de la triche ou quoi, mais c'est plutôt que tu te rends compte que les 6 ou 7 premiers, ils sont tous passés avec le même jury.
Donc en fait, tu comprends qu'il y avait un jury qui était un peu sympa et qui était plus cool. Tu te rends compte que les derniers, ils sont tous passés avec le même jury. Okay. Donc en fait, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Et comme me le disait à l'époque un ancien directeur des études qui est devenu derrière mon directeur de mémoire aux Arts Déco, il me disait, de toute façon, pour être très honnête, à la dernière étape du concours des Arts Déco, il me disait, tout le monde a le niveau. Tous les mecs qui arrivent pour passer le concours sur table, ils ont le niveau pour rentrer dans l'école. Et en fait, ce qui va gérer, ce qui va différencier, ça va être, à ce moment-là, ça va être la chance, quoi. Ça va être, est-ce que le sujet qui tombe t'inspire ou pas? Est-ce que le mec qui te corrige, il est de bonne humeur quand il le fait? Est-ce que tu es sa première copie ou est-ce que tu es sa 120e copie et il en peut plus et il a plus la patience et tout? Mais en gros, il disait, en vrai, tu arrives à la dernière étape des Arts Déco, tu as le niveau, quoi. Et j'en veux pour preuve que parmi les gens que je connais qui ont passé le concours et qui parfois sont arrivés à la dernière étape avec moi, ils l'ont pas forcément eu cette année-là, mais ils ont pu l'avoir les années suivantes. Okay. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un concours qui est difficile, mais c'est un concours où, bah oui, comme dans n'importe quel concours, il y a un facteur chance, quoi. Ok, et donc tu réussis ce concours. Ouais. T'es pris dans l'école. Ouais. C'est le début des études supérieures. Ouais, là je suis très content. Hein. Je pense que ça fait partie des souvenirs que je vais garder. Le moment où je vois mon nom. Tu te revois, ouais. Tu sais où t'étais, avec qui? Alors je vois très bien le moment où je scrolle et je vois mon nom sur la liste. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends mon cœur battre dans mes oreilles, tellement je stresse, quoi. Je vois mon nom. Je vérifie que c'est bien mon nom, qu'il n'y a pas un homonyme qui s'appelle Steven Briand aussi. Je vérifie le numéro de matricule, je vérifie 4, 5, 6 fois. Je suis certain de mon truc. Et je me lève, je sors du petit KGB où on avait l'ordinateur de famille à ce moment-là. Je vais dans le salon, je vais voir ma mère et je lui dis « Maman, l'année prochaine, je vais à Paris ». Et du coup, c'était OK, c'est bon, j'ai eu le concours, quoi. Et parce que c'est long, parce que moi, en plus, j'avais de l'enjeu, parce que j'avais pas vraiment d'autres options. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ça, j'aurais probablement pas continué dans les études d'art et je serais parti vers la fac, étudier autre chose. Donc voilà, c'était soit ça s'arrête, quoi. Donc du coup, j'ai le concours et ouais, je suis très heureux de monter sur Paris en septembre suivant, quoi. Ok, et est-ce que ce gros concours très difficile était un peu à l'image des études? Quand tu es arrivé, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu t'es senti un peu à ta place? Alors, c'est une très bonne question, dans le sens où quand tu arrives aux Arts Déco, je pense que moi j'ai découvert ce que c'était que le concept d'horizon social. Je pense que j'ai découvert ce que c'était que d'être un provincial. Je pense que j'ai découvert ce que c'était que de pas être né riche, quoi, on va dire. Et parce que j'ai senti que j'arrivais dans un monde où j'avais pas les codes, tu vois. Et alors, heureusement, j'étais pas tout seul à pas avoir les codes. Donc, du coup, on s'est rapidement retrouvés entre ceux qui étaient en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'on fout ici, quoi ?» Et donc, ouais, le début, il est assez déroutant. J'ai eu des petits épisodes de suicide social, tu sais, genre malgré toi, quoi. Toi, tu penses proposer un truc cool et puis tu sens que dans les yeux des autres, ils sont en mode c'est qui ce Golemont, quoi. Donc du coup c'était un truc qui était pas je l'ai pas très mal vécu, tu vois, mais c'était juste un espèce de moment d'ajustement qui était un peu costaud. Et puis par contre après, une fois que tu rentres dans la formation, honnêtement, je dirais qu'aux Arts Déco, les deux moments les plus difficiles sont l'entrée et la sortie. C'est-à-dire c'est les deux moments où les mecs rigolent pas. C'est vraiment tu rentres le concours, ils vont trier sur le volet et il faut être sérieux, il faut être impliqué, mais il faut aussi un peu de chance, ce que je disais tout à l'heure. Et puis après la sortie, c'est le moment du diplôme et ils vont pas te donner le diplôme si tu le mérites pas. Tu vois, c'est vraiment genre si on te met le tampon Art Déco, c'est parce que tu le mérites et donc il faut le mériter. Et donc, c'est pas non plus facile parce que dans l'équipe de potes que j'avais, il y en a qui l'ont pas eu du premier coup. Et du coup, il y en a d'autres qui l'ont eu avec les félicitations, tu vois. Donc, le jour du diplôme, de la remise de diplôme, t'as ce truc hyper étrange où à la fois t'es content pour tes potes qui ont les félicitations, qui ont tout ce qu'il faut et tout. Et puis en même temps, t'as des potes qui l'ont pas, et donc du coup, tu peux pas vraiment faire la fête. C'est très très bizarre. Et c'est pas du tout le moment le plus heureux de ma formation, quoi. Je pense que le ventre de la formation, par contre, ça c'est chambé. Là, tu rentres dans une école qui a 300 ans d'histoire. Tu rentres dans une école où
où tu es entouré de gens talentueux. Genre là, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas un mec qui est arrivé là par hasard, un mec ou une nana, quoi. Tout le monde a du talent, tout le monde est très très différent. Tout le monde a son avis sur plein de choses. Hein. Quand tu as 20 ans, en général, tu as l'impression que tu as tout compris. Mais du coup, c'est pas grave, en fait, parce que c'est super riche. En fait, tu rencontres des gens de partout, des gens qui viennent parfois de l'autre bout du monde, parfois de d'autres pays. Voilà. T'es pas pote avec tout le monde, hein. C'est pas non plus l'école des bisounours. Mais en vrai, t'es stimulé, t'évolues dans un milieu où il y a des gens qui parfois font de la peinture depuis tout petit, il y a des gens qui, parfois leurs parents sont des artistes, qui ont eux-mêmes fait les arts déco, et donc ils ont baigné dedans. Donc en fait, tu te rends compte que toi, dans ta petite province, dans ta petite chambre, dans ta petite chambre d'appartement, nanana, tu croyais que tu étais un cador en dessin, et tu te rends compte que déjà, t'es pas un cador en dessin, et de deux, le monde du dessin est tellement plus large que ton papier et ton crayon, quoi. Donc c'est un super moment. C'est vraiment 5 années pour moi qui ont été formatrices humainement, artistiquement, philosophiquement. Enfin, vraiment, c'était. T'as des profs aussi. Alors, comme partout, hein, t'as des profs qui sont bons, t'en as qui sont moins bons, mais t'en as quelques-uns avec lesquels tu vas vraiment accrocher. Et moi, typiquement, mon directeur de mémoire, René Lenné, là aussi, on passe le big up. Mais ouais, t'as eu quelques personnes comme ça qui ont été vraiment clés dans ma formation parce qu'ils m'ont aidé à charpenter mes réflexions, ils m'ont aidé à réfléchir, ils m'ont aidé à me cultiver, ils m'ont aidé à grandir. J'ai eu Bargini aussi, je lance quelques noms comme ça, vas-y, fais-toi plaisir. mais Bargini qui était notre prof de dessin, d'anatomie, et genre son cours, mais c'était tellement bien, quoi. C'était 3 heures de dessin, modèle vivant, et on était dans un amphi avec un modèle, et en gros, c'était 1 heure où on va étudier en fait des tableaux de peintres. Donc tu regardes le radeau de la Méduse, tu regardes les comment ça s'appelle j'ai plus le nom, mais tu regardes des tableaux d'Ingres, par exemple, parce que Ingres, c'était un peintre qui peignait beaucoup le dos des femmes nues, tu vois. Okay. Et donc, à côté de ça, il va te mettre des planches d'anatomie, il va t'expliquer comment s'attachent les muscles, il va t'expliquer les différences de morphologie, pourquoi les femmes sont pas foutues comme les hommes, pourquoi les blancs sont pas foutus comme les noirs, qui sont pas foutus comme les asiatiques. Et donc, vraiment un cours très théorique. Et puis, ce qui était charmé dans ce cours-là, c'est que pendant ce cours théorique, tu avais le modèle qui allait poser ensuite, qui était là et qui suivait le cours. Et donc, du coup, le modèle, il comprend sur quoi on va bosser. Par exemple, un cours, ça va être sur le bras ou sur la main. Un autre, ça va être sur le dos, comme je disais. Un autre, ça va être sur les masses graisseuses. Un autre, ça va être... Et à chaque fois, il faisait venir un modèle qui correspondait un peu à son cours, quoi. Donc il allait ramener une femme de 40 ans et plus qui avait eu des enfants, qui avait des gros seins, qui avait du ventre, qui avait des fesses, qui avait des cuisses, et on va travailler sur les masses graisseuses, et la nana, elle est là pendant tout le cours, elle suit le truc, et puis ensuite, les 2 heures qui suivent, on va dessiner. Et là où c'est charmé, c'est que toi, tu es avec ton carnet, ton dessin, tu regardes, tu as ton modèle qui est devant toi, quoi. Mais là où c'est stylé, c'est que le prof, lui, il avait sa petite tablette graphique, et en fait, derrière le modèle, il projetait son dessin à lui. Et donc, du coup, non seulement il te suivait, il passait voir comment tout le monde dessinait, mais il s'installait et il dessinait aussi. Donc, c'était pas le prof qui était là en train de t'expliquer comment faire, mais tu sais pas comment il dessine, tu vois. C'était le prof, il se mettait, tu voyais comment il dessinait. T'aimais ou t'aimais pas, mais au moins, tu voyais comment il construisait son dessin. Donc ça, c'était un des profs de dessin que j'ai eu qui m'a nourri énormément dans son cours, quoi. Et ça, c'est un cours parmi d'autres cours, quoi. Donc j'avais des cours d'animation, j'étais spécialisé en cinéma d'animation. On avait des excellents professeurs, on avait des cours, on avait des ateliers aussi. Donc il y avait un atelier avec un studio fond bleu, on a fait de la stop-mo, on a fait du live, on a fait vraiment 1001 choses dans cette école. Moi, c'est simple, hein. Ma bande de copains et moi, on était dans cette école de 9h du mat à 9h30 le soir. C'est-à-dire de l'ouverture à la fermeture pendant 5 piges. Genre, toujours. On était tout le temps là-bas. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. On avait faim. On était à l'endroit où il y avait à bouffer, quoi. Donc, Et dans cette bande de copains, est-ce que, si mes souvenirs sont bons, il y a du coup Julien ? Alors, oui et non. Ok. Parce que Julien, qu'on embrasse encore une fois, qui est aujourd'hui officiellement ma deuxième femme, hein, on peut se le dire. Mais Julien, en fait, on n'était pas dans la même promo. Donc lui, il était 1 an au-dessus de moi.
Et puis, donc, j'avoue, j'avais encore un peu ce truc d'être impressionné par les mecs qui étaient au-dessus, tu vois. Et puis, Julien, c'est quelqu'un qui a un style très, très affirmé. Et moi, j'étais quelqu'un qui était plutôt discret, on va dire, du moins vestimentairement parlant, quoi. Donc, il y avait un peu ce truc où j'étais en mode, oh là là, il fait partie de ces gens qui se sentent libres de s'habiller comme ils veulent et tout. C'est un truc de ouf, machin. Et en fait, on s'est pas rencontrés tout de suite, on s'est croisés plusieurs fois et tout. On était tous les deux dans la section animation. Et puis, du coup, lui, il est sorti 1 an avant moi, puisqu'il il était rentré 1 an avant. Et quand est arrivée la dernière année, mon année de diplôme, j'ai dû faire un film et je voulais faire un film qui mélangeait la prise de vue réelle et l'animation. Et je cherchais un truc un peu entre de la danse et des arts martiaux. Et je savais que lui, il faisait des arts martiaux parce que ça se voyait à sa manière de s'habiller et à son brassard du village de Konoha accroché à son sac à dos, tu vois. Donc du coup, à un moment donné, je suis allé vers lui, je lui ai dit, voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que ça te dirait d'essayer? On fait un petit casting, on voit un peu ce qui se passe. Et puis ça a matché, donc ça a été ça notre toute première collab, c'était mon film de fin d'études dans lequel il incarnait le rôle principal. Et puis à l'issue de ce truc-là, on a commencé à bosser tous les deux. Donc lui, il avait déjà un peu commencé à bosser dans le milieu professionnel. Et puis rapidement, quand il avait des projets, des fois il avait besoin d'un animateur, du coup il m'appelait. Et puis d'autres fois, c'est moi qui topais des projets et j'avais besoin d'un animateur, du coup je l'appelais. Ce qui fait que pendant quelques années, comme ça, on bossait sur les projets l'un de l'autre, même si à chaque fois c'était soit l'un, soit l'autre qui signait, quoi. Et puis à un moment donné est venu le moment où on s'est dit, bon gars, en fait, en vrai là ça fait quand même pas mal de projets où on est tout le temps ensemble, viens on signe à deux, quoi. Tu vois. Ok. Et du coup, tu fais ce projet de fin d'études. Ouais. Ensuite, tu as fini tes études, si je ne Ouais. me trompe pas. Et comment ça se passe un peu? Parce que est-ce que c'est une école où tu as de l'alternance à la fin ou tu es vraiment lâché après, tu Non, commences à bosser? Ouais, t'es complètement lâché, ouais, on peut dire. Alors après, t'es conventionné pour faire des stages. Donc moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai cherché un stage en sortant des arts déco. Alors ouais, j'ai pas dit, mais peut-être on y reviendra, peut-être pas. Mais dans le cursus des arts déco, t'as vraiment ta première année qui est une année très générale, les 2 années qui suivent qui sont un peu les années où tu te spécialises, donc moi en cinéma d'animation, mais il y a plein d'autres spécialités. Et puis ensuite, tu as ta 4e année où tu peux partir à l'étranger et faire un stage à l'étranger. Donc ça, c'est c'est une opportunité que j'ai saisie. Et 5e année, projet de fin d'études. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas d'alternance, mais parfois, ce qui se passe, c'est que dans ta 4e année, si tu fais ton stage en France, si tu le fais dans des boîtes françaises et que ça se passe bien, ça peut te mettre un peu le pied à l'étrier. Et il y en a quelques-uns comme ça, ils gèrent un peu leur transition vers le monde du travail via ce stage de longue durée, quoi. Donc moi, c'était pas mon cas puisque j'ai fait mon stage à l'étranger. Mais voilà, c'est un des moyens. Donc moi, j'ai fait plutôt un stage en sortant de l'école dans une boîte de prod qui s'appelle Partisan, qui est historiquement la boîte de prod qui a plein de réals, mais qui a vu naître notamment Michel Gondry, qui a accompagné Michel Gondry dans sa carrière pendant plusieurs décennies. Je pense qu'on est là-dessus maintenant. Plutôt stylé. Plutôt stylé, hyper content de pouvoir faire un stage là-bas. Et donc, dans ce stage-là, en fait, c'est un stage de 2 mois. Et donc, pendant ces 2 mois, je vais faire un film. C'est tout ce qu'on me demande. On me dit, voilà, tu viens là, on te prête un appareil photo, on te prête un ordinateur. Et le but du jeu, c'est que dans 2 mois, tu as un film, tu fais ce que tu veux, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un court-métrage. Alors, j'ai pris le temps avec un copain, Andrew, de discuter un peu de qu'est-ce qui était faisable en 2 mois. Et en gros, moi, j'avais une petite pression quand même à trouver du travail à ce moment-là. À la même époque, je travaillais la nuit dans un hôtel pour payer mon loyer, quoi. Donc, c'était une période qui n'était pas facile parce que la nuit, je travaillais dans un hôtel. Le jour, je faisais mon stage. Je dormais dans le métro. Donc, c'était des périodes où je rêvais un peu. Je fermais les yeux 10 secondes. J'étais en train de rêver direct, quoi, tellement j'étais épuisé. Mais bon, c'était comme ça. Et donc, du coup, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Protéigon, qui m'a pris 2 mois, qui était autour de une idée toute simple, en stop-mo, un perso qui a une feuille de papier blanc devant lui sur une table et qui, par la magie de la stop-motion, va la transformer en plein de choses sur une musique un peu cool. Donc c'était un peu ça l'idée. Le film a été fait, c'est toute une histoire en soi. Il est sorti. J'étais pas du tout, tu sais, j'étais face à ce truc de quand t'as fini un film et que t'as passé tellement de temps à bosser dessus, Tu t'en peux plus. t'en peux plus, tu vois que les défauts, t'as l'impression que ton truc il est nul.
au point que je voulais pas le mettre en ligne, hein, clairement. Après, il n'y avait pas autant de réseaux que maintenant à l'époque, mais voilà. Et puis finalement, je pense que c'est un pote ou mon frère, je sais plus, enfin c'est que 2-3 personnes qui me disent non mais si, vas-y, mets-le, de toute façon c'est pas, au pire des cas il se passe quoi, il y a personne qui le voit, voilà, c'est fini quoi. Et je le mets en ligne et en fait le film rencontre un succès auquel moi j'ai du mal à croire au début, tellement je suis convaincu que mon film il est pas bon. Mais en fait le film va très rapidement faire des millions de vues et en fait c'est ça qui va en fait véritablement lancer me positionner comme un réalisateur quoi. Et des millions de vues à quelle époque? Là, on est en 2011. Parce que des millions de vues en 2011, c'est pas des millions de vues de maintenant. Non, quoi. non. Des millions de vues en 2011. Moi, j'ai même pas Instagram. À l'époque, tout le monde est sur Facebook. Il y a les mecs un peu, les mecs qui sont un peu pointus, ils sont sur Instagram. Mais Instagram, à l'époque, c'est un truc de photos. Donc, c'est que des photos qu'on met dessus. Je le poste en ligne. J'étais parti voir mon frère qui, à l'époque, vivait à Londres. À cette époque-là où je savais pas si je voulais le montrer ou pas. Je sais que j'ai un pote, Smaïl, qui m'a chauffé, m'a dit franchement poste-le. Je pense que ça a joué, clairement. Smaïl, les bons tuyaux. Ouais, exactement. Et qui est un danseur d'ailleurs, enfin, qui est trop cool et tout. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Et on le reçoit la semaine prochaine. Et avec qui on a fait des films ensemble et tout. Enfin voilà, un mec talentueux et vraiment hyper cool. Et hyper positif, tu vois, dans l'énergie, quoi. Et donc lui, il m'avait un peu encouragé à le faire. Je vais voir mon frère, je passe le week-end, je vais voir mon frère à Londres et tout. Et en gros, c'est avec mon frère qu'on décide de faire le post. Qu'on est en mode, vas-y, on le met en ligne, allez, hop, envoyer, download, paf, c'est bon, c'est en ligne. Voilà. Le lendemain, on n'y pense pas. On fait ça le samedi soir, tu vois. Après, on sort, je sais plus ce qu'on fait. Le lendemain, on se réveille. Moi, il faut que je reprenne mon train. Donc voilà, on prend notre petit-déj, on prend le train. Et quand j'arrive à Paris, j'ai mon pote Baptiste, qui est Baptiste Lorbert, qui est d'ancien 10 minutes à perdre. Voilà, donc aussi qui a fait tout un âge d'internet, lui et Gaël. Moi, c'est vraiment, je pense, toute ma période de mes 10 à mes 15 ans, Ouais. j'étais un fan absolu. Et j'ai le single Noah, le technicien qui se fait un peu discret pour l'instant. Est-ce que tu t'as un peu kiffé une bière, un pipi? Ah mais je regardais tout le temps. Voilà, c'est Vraiment magnifique. toutes les vidéos. Peut-être que je minimise un peu l'ampleur de son travail, mais Ils avaient fait un petit dessin animé, Les Aventures Ouais, de la de la Couille Couille Cosmo. Cosmo. Ouais, bien sûr, C'était- bien sûr. faut que je me replonge là-dedans. Je pense que je vais faire ça, je vais me replonger là-dedans. Ah bah ouais. Mais Bah, du coup, du coup, Baptiste, en fait, c'est un ami d'enfance. C'est vraiment un ami de... Même, je pense que chronologiquement parlant, c'est le tout premier ami que j'ai eu, quoi. On était à Noirmoutier à l'époque. Et en fait, nos mamans étaient copines. Elles ont eu leurs enfants à peu près au même âge. Bah voilà, du coup, on était les bébés, on les met tous ensemble, quoi. Donc, il y avait mon frère Baptiste et moi. Et puis, bah voilà, après, il a grandi, il a fait sa carrière et ça s'est super bien passé. Bref, j'arrive à Paris et là, Baptiste m'appelle. Et donc, élément important, Baptiste est quelqu'un qui, à l'époque, fait des sketchs, en fait, en ligne, quoi. il est déjà un peu dans le monde du coup d'Internet. Il est déjà Je un crois peu que, je crois que à l'époque, je crois qu'il devait être plus ou moins chez Radio Nova, je crois. Ok. C'était le début encore. Ouais, Mais il était début. déjà dans son truc de sketch. Je crois que 10 minutes à perdre, ça arrive. Ah mais non, 10 minutes à perdre, ça arrive quand je suis en échange. Donc non, ça faisait déjà genre 2 ans, un an et demi qu'il faisait 10 minutes à perdre. Et donc ça marchait en ligne. Donc il avait déjà, il commençait à avoir sa notoriété et tout machin. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'était un mec qui faisait des blagues, quoi. Et donc il m'appelle à la sortie, enfin quand je sors du train, quoi, je reçois un coup de tel de Baptiste qui me dit, mec, c'est un truc de ouf ton film et tout en ligne, ça cartonne. Et moi, je me dis, il blague. Tu vois, c'est un mec qui fait des blagues, il me fait une blague et tout, et je suis en mode, mec, c'est pas cool et tout. Puis à un moment donné, il est en mode, hein, mais de quoi tu parles? Non, mais mec, comment t'as fait, quoi? Et je suis en mode, mais comment j'ai fait quoi? Et il fait, mais gars, t'as fait 200 000 vues en une nuit et tout. Je suis en mode, mais il raconte nimp. Et à l'époque, j'ai pas internet sur mon téléphone, hein. Donc faut que je rentre chez moi, que je me connecte au Wi-Fi dans le couloir, parce que c'est pas mon Wi-Fi, tu sais, enfin bref, tu vois, c'était à l'ancienne, quoi. Et effectivement, le film a fait, c'était peut-être pas 200 000 en une nuit, ça devait être, je pense, moins de 100 000, mais plus de 50 000, quoi, dans ces eaux-là. Ce qui est déjà énorme. Ce qui était déjà pour l'époque, énorme. hein. Et puis, en fait, le truc fait boule de neige. Et puis, en l'espace de 10 jours, il passe le premier million de vues, quoi. Et en fait, bah, à partir de là, les choses s'enchaînent assez vite. C'est-à-dire que ce film, en fait, fait un peu effet de mode.
Donc les gens qui sont dans les créatifs des agences de pub, ils se disent pour telle marque, ça serait bien de faire un truc un peu dans cet esprit-là. C'est qui le mec qui a fait ce truc-là? Ah, il est dans telle boîte, du coup on va contacter telle boîte. Et c'est comme ça en fait que m'arrivent mes premiers jobs en fait, quoi. Pour un film du coup, si je resitue bien, que tu as fait sur stage. ton premier stage de sortie d'école. Ouais. Sans dormir la nuit. Plutôt efficace, sans dormir la nuit. Ouais. Est-ce que tu penses qu'être dans cet état un peu de rêve à moitié, pas de dodo, tout ça, ça t'a un peu aidé, ça t'a un peu mis dans cette direction sur ce film? Du tout. Non, je pense que ça a été un enfer. Franchement, ça a été un vrai enfer. Et ça a été un vrai enfer. Et j'étais très content, pratiquement un an après, quand j'ai pu quitter l'hôtel où je bossais. Alors, en soi, j'avais pas de problème avec les gens là-bas, mais c'était plus de pouvoir reprendre des nuits et de pouvoir... C'est mieux que de quitter le stage stylé pour partir full time sur l'hôtel de nuit. C'est ça. Donc du coup, c'était... c'était vraiment... C'était pas du tout un moment qui était facile. En plus, c'était un moment qui était très stressant parce que moi, je sortais des études, donc j'étais plus boursier. Et parce que moi, j'étais boursier pendant mes études. Et du coup, j'avais vraiment ce truc de... il faut que je rentre des sous, quoi. Donc il faut que je rentre des sous, il faut que je trouve du taf, il faut que je me démerde, mais voilà, c'est bon. T'es lâché dans le bain et maintenant, il faut que tu nages, quoi. Donc c'était vraiment ça, en fait, quoi. Donc voilà, donc les premiers jobs arrivent. Et à partir de là, du coup, je commence à me rendre compte que je peux gagner de l'argent en réalisant des pubs. Et donc, je m'investis, quoi. Je me permets de t'arrêter de mon point de vue un peu de mec qui ne connaît pas. Tu dis les premiers jobs arrivent. Donc, t'es toujours en stage chez Partisan. Là, c'est fini. C'est fini. J'ai fini mon stage. En fait, quand j'ai terminé mon stage, la fin de mon stage, c'était je livre mon film. Ok, d'accord. Et donc, ensuite, eux, ils prennent connaissance du film. Ils me disent, OK, c'est bon, c'est validé, bravo. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, j'ai pas eu un accueil forcément dithyrambique de la part du boss de Partisan à l'époque. Et puis, en fait, après, comme il y a du taf qui est arrivé, finalement, il était un peu forcé de reconnaître que le film était pas si pourri, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je veux dire, on a tous des manqués, on a tous des moments où on croit qu'un truc, ça va jamais marcher, et puis en fait, ça marche, et inversement, on croit qu'un truc va marcher, et en fait, ça marche pas. Regardez les Marvel. Mais donc voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai fini ce stage-là, moi, mon enjeu, c'est de trouver du travail. Donc, soit en tant que réalisateur, soit en tant qu'animateur, soit en tant que veilleur de nuit dans un hôtel. Tu vois, c'est vraiment ça, moi, mon choix. Et en gros, il y a des marques qui vont commencer à m'envoyer des emails. Il y a des créatifs d'agences qui vont commencer à m'envoyer des emails ou qui vont les envoyer à la boîte dans laquelle j'étais, tu vois. Et donc, petit à petit, je vais découvrir en fait le mode de fonctionnement de la publicité. Ça veut dire qu'il y a une marque qui a un produit, qui veut communiquer dessus, qui va contacter soit directement quelqu'un comme moi, un réalisateur, mais à l'époque, ça se faisait pas trop, maintenant, ça se fait beaucoup plus. À l'époque, ils allaient plutôt aller voir une agence de publicité qui va pondre une créa, donc qui va se dire tiens, ça peut être cool, effectivement, ça peut être cool de faire de la stop-mo, ça peut être cool de le faire comme ci, il faudrait raconter ceci, cela, et ensuite ils vont faire une compétition entre différents réals pour choisir le réalisateur qui va fabriquer le film. Okay. Mais quand la référence de l'agence, c'est le film que toi t'as fait, quand tu arrives dans la compétition, tu as déjà plus ou moins gagné, en fait, tu vois. Donc au début, c'était un peu comme ça que j'ai réussi à décrocher mes premiers jobs. Et notamment des jobs, je pense un des premiers, c'était Moo.com, qui est une marque de carte de visite anglaise, que j'ai... donc c'était une campagne de plusieurs films. Et à l'époque, ça vaut quand même... ça vaut le coup de le dire, le prod de ces films-là s'appelle Henry Scofield et en fait est devenu lui par la suite réalisateur et est devenu un immense réalisateur. Enfin moi c'est un des mecs que j'admire le plus dans le travail, qui a réalisé notamment un clip comme Tous les mêmes de Stromae, ou qui a réalisé des clips de comment elle s'appelle, du Alipa, quoi, tu vois, les clips qu'on fait un peu percer du Alipa, c'est lui. Et lui, c'est un mec qui était déjà hyper talentueux à l'époque. Pour te dire, à l'époque, ce qui était marrant, c'était que moi, comme je le connaissais en tant que prod, j'avais pas tout de suite capté qu'il faisait aussi des films. Et en fait, à chaque fois que je voyais un de ses films, mais à chaque fois, je voyais le film, je savais pas que c'était lui. J'étais en mode, comment il est ouf ce clip et tout. Et du coup, j'étais en mode, c'est qui a fait ça, c'est qui a fait ça. Et à chaque fois, c'était Henry Scofield, quoi. À chaque fois que je flashais sur un clip. Le mec est vraiment partout. Ouais, c'était en mode, ah ouais. À chaque fois, j'étais en mode, mec, t'as fait ça, mais c'est trop bien et tout. Et donc, très, très cool. Aussi, un mec en or et tout. Et qui sera là aussi la semaine prochaine. On a une grosse semaine qui arrive. Une grosse semaine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. En vrai, si un jour, lui, je peux le faire venir, ce serait top. Hein. Ah ben, je suis pas contre. Hein. Ouais.
Et après, bon, voilà, tu vois, il est busy, quoi. Il est busy. Et du coup, tu commences à bosser un peu. Ouais. Ça se passe bien. Est-ce que parce qu'en fait, tu as un peu un coup de vent, tu as un peu le vent en poupe C'est avec ça, ce premier truc qui marche bien. Mhm. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'ensuite il y a un petit creux? Est-ce que Alors, c'est en Bah, on va dire sinusoïdal? les 2 premières années, elles ont été vraiment très clémentes pour moi. D'autant qu'en général, quand on sort des études, c'est souvent les 2 premières années qui sont les plus dures. Mm. Donc là, moi, j'ai eu vraiment, on va dire, un stage qui était très très dur. Et puis après, derrière, ça s'est très vite imbriqué, quoi. Les choses se sont mises en place. J'ai pu enchaîner avec un deuxième projet court qui s'appelle Shunpo. Et qui, lui, a aussi bien marché. Alors, il n'a pas fait des millions de vues, mais par contre, il a eu des prix en festival, qui est un peu l'autre axe par lequel on peut commencer à se faire connaître, en fait, dans ces milieux-là. Et il a eu notamment un prix au Festival de la pub de Cannes. Donc, c'est les Lions d'Or. Et donc, là-bas, il a eu un prix qui était un YDA, donc un YDA, ouais, c'est ça, Young Director Award. Donc voilà, parce que le film était cool et tout, et que ça a plu. Et ça aussi, en fait, ça m'a permis d'embrayer après Protéigon, d'avoir directement 6 mois plus tard un autre film qui sort, bim, avec un prix 1 an après, bim, qui ramène aussi du taf et tout. Et puis c'était des écritures qui étaient très pub friendly, quoi. Tu vois, c'était des formats qui n'étaient pas très longs, avec des idées visuelles un peu fun. Et ça, en pub, les gens, ils cherchent un peu des choses un peu créatives qui accrochent le regard, qui retiennent l'attention. Donc, on va dire que les premières années, elles se sont plutôt bien passées. Après, ça restait, t'apprends à nager en étant dans l'océan, quoi, tu vois. Donc, c'est pas forcément facile. Tu comptes pas tes heures. D'ailleurs, tu comptes jamais vraiment tes heures dans ces métiers. Mais là, particulièrement, parce qu'en fait, t'apprends en même temps, quoi. C'est-à-dire que moi, la toute première fois qu'on me met une équipe dans les pattes, mais moi, j'ai jamais fait de film avec une équipe, tu vois. Donc, à un moment donné, on me dit, tiens, il y a ton chef-op. Et je suis en mode, c'est quoi un chef-op, tu vois? Je sais pas. Tu vois, genre, moi, je fais du dessin animé à la base, tu vois. Donc du coup, tu te retrouves vraiment dans des bails comme ça, quoi. Et puis, petit à petit, t'apprends. Alors, j'ai eu la chance, j'ai bossé à l'international très vite. Et même chose, quoi. Tu te retrouves à te confronter à d'autres cultures, mais des gens, tu dois bosser avec eux, quoi. Donc, je me souviens, moi, la première fois que j'ai tourné en Allemagne, j'ai découvert le délire... comment on va dire, germanique, quoi, tu vois, qui est pas latin, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, mon chef-op, le premier jour où je le vois, il me serre la main, il me sourit, hop, tu vois, il est en mode, bonjour, tu vois, alors qu'est-ce que tu veux faire? Et tu sais, t'es en mode, waouh, la pression qu'il me fout. Et puis, en fait, plus tard, je me rends compte, au bout de la fin de la première journée, je sais plus pourquoi, on arrive à blaguer sur un truc et je le vois sourire, genre tu sais, je vois son visage qui s'illumine et en fait, et si je sais le truc sur lequel on a accroché, c'est The Wire. On s'est mis à parler de The Wire et à un moment, on s'est rendu compte que on était tous les deux en mode cette série, elle est ouf et tout machin. Et bim, ça a été le moment où ça a cliqué et à partir de là, ce mec-là, Julian Hundorf, je crois que c'est ça. Je vais pas te contredire. Et lui, c'est à partir de ce moment-là que honnêtement, ça a été mon premier mentor que dans ce milieu-là, quoi. Et ça faisait déjà 2 ans que je faisais des films en pub, tu vois. Mais c'était la première fois que j'avais quelqu'un à côté de moi qui était mon allié, qui m'expliquait en fait comment me positionner en tant que réalisateur sur un projet de grosse amplitude. On était sur une pub d'avion, on tournait dans des aéroports, on devait déplacer des avions. Enfin, c'était un délire, quoi, tu vois. Et moi, il y avait certains... Enfin, tu vois, moi, je venais de gars qui fait du papier en stop-mo, quoi. Donc là, tu te retrouves face à des projets plus ambitieux. À un moment donné, si tu te positionnes pas comme réal, tu te fais bouffer par les mecs autour de toi, quoi. Et lui, c'est vraiment le gars... Au début, il m'a fait flipper. Mais en fait, rapidement, j'ai compris que c'était lui comme ça aussi qu'il installait son autorité. Et il me l'a expliqué. Il m'a vraiment dit. Il m'a dit, mec, là, les gars, ils viennent te dire qu'ils ont des problèmes. Hein, c'est pas ton problème. Toi, c'est ta vision, t'es là pour défendre ta vision, c'est tout, tu vois. Et donc ouais, du coup, un mec vraiment une super belle rencontre, quoi. Et ça, voilà, ça m'a permis comme ça de rider un peu quelques années. Mes 4 premières années, donc je les ai faites à Partizan. Au bout de 4 ans, j'ai fini par partir, suite à un projet qui s'est pas hyper bien passé, mais
En fait, c'est Et même du pas coup, tant le projet, quoi. Pendant ces 3-4 années à Partisan, tu travailles pour Partisan qui te donne des projets où on demande du coup ta patte, ton C'est style. ça, c'est Ok, ça. d'accord. Ou alors, des gens, des clients viennent me voir directement, mais comme je ne suis pas une entreprise de production, je ne peux pas encaisser des sous et embaucher une équipe. Et donc, du coup, je passe par Partisan pour pouvoir m'organiser le truc, quoi. Ok, d'accord. Donc, je fais mes armes là-bas, je rencontre des gens super, dont certains avec qui j'ai gardé des relations jusqu'à aujourd'hui, avec qui on est très potes et tout. Et puis après, il y a des projets parfois qui se passent très bien, d'autres qui se passent un peu moins bien. Et puis, à un moment, il y a un projet qui, je vais pas dire qu'il se passe mal, mais on va dire qu'il se passe, on va dire une aventure avec beaucoup d'imprévus où faut être très, faut s'adapter aux pires conditions possibles, tu vois. Et en fait, à l'issue de ce truc-là, je me dis, bon, je pense qu'il est temps que je prenne un peu le large, que j'aille faire un peu autre chose. Le projet, il m'a un peu fatigué, j'ai laissé quelques plumes et tout. Et puis, je pense qu'en vrai, j'avais fait un peu mon temps à Partisan. Quand j'en ai parlé avec Georges, du coup, le boss de Partisan, il a été super compréhensif, super cool, pas du tout, tu vois, no hard feelings, comme on dit, tu vois, genre vraiment en mode, bah ouais, je comprends, tu vois, il n'y a pas de problème, écoute, la porte, elle reste ouverte, tu reviens quand tu veux. Et puis, on a gardé des bons rapports, mais il était temps pour moi de... Et c'est normal, hein, dans une vie professionnelle, il y a l'endroit où tu vas te former. Et puis le problème, c'est que si tu restes trop longtemps dans cet endroit, en fait, les gens vont te voir comme l'éternel débutant. Ouais, Tu vois. c'est Steven, le gars de Partisan. Voilà, c'est le stagiaire. C'est l'ancien stagiaire, tu vois. Ah, Donc, du coup, à un moment donné, si tu veux qu'on arrête de te considérer comme un stagiaire, c'est pas une mauvaise chose d'aller faire des choses un peu ailleurs, quoi, tu vois. Donc du coup, ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai quitté Partisan, mais en restant en très bon terme avec à peu près tout le monde. Et puis là, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a décidé de signer à deux avec Julien. ok. Et à cette époque-là... De signer Ouais. à deux, avec qui? Avec quoi? Non, de signer à deux les films qu'on fait. D'accord, ok. De se positionner en tant que Bounty Banana. Parce que maintenant que vous avez plus Partisan, qui du coup était un peu la grosse structure. Alors, Julien était dans une autre boîte à l'époque. Et donc, ok. nous, quand on s'est mis ensemble, au début, on n'avait pas vraiment de boîte. En fait, on avait même monté notre boîte parce qu'on faisait une petite série pour France Télévisions à l'époque. Et c'était ça un peu qui avait forcé le truc, quoi. C'est Soupa Soupa, ça s'appelle. Et en gros, c'était une série qui était... comment dire, c'était une série de stop motion qui mélangeait plein de techniques et tout, très créative, pas beaucoup de sous, à destination du web. Donc, une espèce de canevas où on avait un peu le droit de faire ce qu'on voulait, quoi. Et à cette époque-là, comme on a vraiment conçu la série à deux, on s'est dit, on la signe à deux, quoi. Et on a cherché un nom un peu rigolo, on a trouvé Bounty Banana, et c'est un peu comme ça que ça a commencé. On a monté notre structure de prod à l'époque, qui a duré quelques années, qui n'avait pas vocation à devenir une énorme boîte, qui était plus... Il nous fallait une structure pour pouvoir faire ce projet, quoi. Et puis derrière, ça a duré quelques années. Et puis à un moment donné, pareil, on s'est rendu compte qu'on n'était pas des producteurs, que c'était un métier, que moi, je préférais passer du temps à faire des films qu'à aller chercher des sous et négocier et dealer avec des clients. Donc du coup, on a fini par fermer la société. Et puis on s'est remis avec d'autres boîtes de prod, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes revenu à un truc plus classique. Ouais. Là, dans ce que tu finis, on arrive à peu près à maintenant. Ouais. Oui, là maintenant, on est représenté dans une boîte qui s'appelle Wiz, avec laquelle on fait de la pub encore, en mélange de techniques, donc prise de vue réelle, animation. Ça se passe bien, on a des films qui vont sortir là bientôt. C'est bientôt, c'est pour janvier normalement. Voilà. Ok, top. Du coup, beaucoup de pubs, pas mal de clips. Ouais. Et tu nous avais aussi parlé une fois en cours, je voulais que tu repasses un peu dessus, pendant le Covid. En fait, c'est un peu un truc que j'ai retenu quand tu nous avais parlé longtemps en cours, c'est vraiment l'idée de faire des projets, faire des projets perso. Si tu veux faire un truc en particulier, fais ce truc, montre que tu sais le faire. Ensuite, les gens ils vont se dire, il peut faire ce genre de choses, ça marche. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, il y avait ce projet que tu avais fait pendant le Covid. Je crois, là où ça bossait plus trop, qui était Intensity. Ah, c'était à la sortie du Covid. C'était un peu après le Covid, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que du coup, ça sort un peu de la pub. Parce qu'en fait, tu fais aussi beaucoup de clips. Et tu nous en as pas encore beaucoup parlé. C'est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai fait plus de pubs que de clips. Mais c'est vrai que, en gros, ce qui s'est passé... Alors, en gros, c'est en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu le Covid.
à la sortie du Covid, tout le monde était sur les crocs, avait envie de bosser, avait envie de faire des films. Nous, on a réussi à rider cette vague pour faire un espèce de projet perso qui s'appelle Bagarre, dans lequel on a rencontré des gens extraordinaires. C'était super. C'était un super projet. Au début, on était 3 dessus. À l'arrivée, on était 40, quoi. Et parce que tellement les gens étaient chauds de faire des films, quoi. Donc voilà. Mais c'est un projet qui nous a justement, parce qu'on était nombreux à l'arrivée, il nous a un peu glissé des doigts. Et la post-production, où il y avait des effets visuels et tout, au début, on tablait sur une post-production de 4 à 6 semaines. Et finalement, cette post-production, elle a duré 1 an. Et du coup, avec à chaque fois l'idée que dans 2-3 semaines, ce sera fini. Tu vois. Donc du coup, ce truc très psychologiquement usant de se dire... Tu ne pouvais plus le voir à la fin, le truc. Ouais, non. À la fin, t'en as marre, quoi, tu vois. Et donc... On a fait ce qu'on appelle un post-mortem. Donc ça, c'est un truc, c'est un terme qui vient plutôt de la série, en fait. Le post-mortem, c'est quand tu finis une saison, ou même quand tu finis un film, ça se fait aussi, mais en animation, pas mal. Quand tu finis un film, c'est des temps de production qui sont assez longs, ça se compte en années. Mais quand tu fais une série, bah, dans l'idée, tu vas refaire une saison derrière. Donc, en général, à la fin de ta série, tu vas faire ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire un moment où tout le monde va se mettre autour de la table et où on va faire le point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il faudrait changer, les process qui sont trop bien et comment est-ce qu'on peut les optimiser, ceux qui sont mauvais dont il faut se débarrasser. Et en fait, tout ça, ça va nous servir à engranger le projet suivant en tirant les leçons en fait, de la première saison, quoi. Et donc, nous, on a fait ça sur ce film-là. Et on s'est dit, en fait, il y avait beaucoup de techniques qu'on ne savait pas faire nous-mêmes. Mais comme on est sur des projets qui sont bénévoles, tout le monde bosse bénévolement, donc c'est normal, on peut pas mettre la pression aux gens en disant il faut que tu aies fini pour telle heure ou je sais pas quoi. Le mec il t'aide, tu vois, donc tu vas pas être il t'aide à la vitesse à laquelle il peut t'aider, et puis c'est comme ça. Mais du coup voilà, beaucoup de frustration de cumuler. Et donc à l'issue de ce post-mortem, on s'est dit on va faire un film dans lequel on maîtrise tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on invite des gens à participer au projet, mais si Pierre, Paul ou Jacques peut plus, pour une raison quelconque, peu importe, tu vois, il était dispo, il est plus dispo, c'est pas grave, on peut prendre sa part du boulot, on peut la faire, tu vois. Ça, c'était notre première règle, c'est on maîtrise notre workflow. La deuxième règle, c'était on fait un film dans lequel on travaille avec des gens qu'on aime bien, et non pas qu'on n'aimait pas les gens sur l'autre projet, mais il y avait un peu ce truc de... C'était tellement difficile le projet précédent qu'on était dans ce truc de mec, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier, quoi ? En vrai, pourquoi est-ce qu'on se met dans des états pareils juste pour un film, quoi ? Et donc du coup, on s'est dit, faut que notre principe de base, ce soit le but du jeu, c'est de passer un bon moment, tu vois. Qu'on réussisse le film ou qu'on le rate, faut qu'à la fin, on ait un bon souvenir. Donc du coup, de là, on est arrivé à, on va bosser qu'avec des gens avec qui on gaulerie, quoi, tu vois. Et derrière, on se dit, ça fait bientôt 10 ans qu'on taffe ensemble, donc ça va être le film de nos 10 ans. Donc feu d'artifice, quoi. Salade, tomate, oignon, œuf, fromage, tout ce que tu veux. Il faut que le projet soit fun, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on rigole. Et advienne que pourra, en fait. Peut-être que ça nous ramènera du taf, peut-être pas, mais on s'amuse. Et donc du coup, ça a été ça vraiment la direction très consciente qu'on a prise. Et puis c'est devenu un peu maintenant notre creed, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce truc de le but du jeu, c'est on a le privilège de faire des films. On va pas se prendre la tête en les faisant, tu vois. On va les faire sérieusement, on va s'investir, mais on va faire en sorte que ça se passe dans une atmosphère saine, dans laquelle tout le monde est content de venir, dans laquelle on n'est pas là à taper sur les doigts des gens parce qu'on voudrait qu'ils livrent les trucs à je sais pas. Ouais, vas-y, laisse tomber. On est là pour kiffer. On essaye de faire des trucs dans une bonne énergie, quoi. Voilà. Et ce projet du kiff, est-ce que ça a marché un peu ? Est-ce que ça a pu rapporter quelques clients ? Ou c'était juste vraiment une bonne expérience, on en tire des bonnes leçons ? Alors, et ensuite, on repart sur... C'est toujours difficile de dire si tel film te rapporte... tu vois, à part dans un cas comme Protéigon, qui est très spécifique et qui a vraiment créé une tendance, globalement, c'est plus un body of work, quoi. C'est un peu tous les trucs que tu as fait qui vont... Et il faut que tu nourrisses, en fait. Il faut que régulièrement, tu sortes des choses nouvelles. Donc oui, c'est un projet qui nous a ouvert des portes, qui nous a permis, nous, de nous dépasser un peu en termes d'effets visuels, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouveaux trucs et tout. Et le fait de savoir faire ça, effectivement, derrière, ça a permis à des gens de se projeter. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on fait ce genre de projet, on les fait vraiment comme un laboratoire. Et en général, les gens qui comprennent ce genre de laboratoire, c'est pas les clients. Pour un client, il voit un film comme ça lui fait peur, quoi. Il est en mode, ça part dans tous les sens, je comprends pas ce qu'il fait et tout. Alors que
pour des créatifs en agence ou pour des producteurs, eux, ils comprennent le film, ils voient la potentialité. Mais après, c'est tout un travail, c'est leur travail à eux d'expliquer, tu vois ce film qui part dans tous les sens, si on prend tel moment et tel moment avec ton produit, on va pouvoir faire un chouette film. Et ça, c'est le travail du prod en pub, tu vois. Et donc, et c'est là où je dis que c'est un vrai métier, en fait. C'est pas un truc que tu peux faire en même temps que tu fais d'autres trucs, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que oui, ça nous a ouvert des portes, mais en fait, ça nous a surtout permis de rencontrer des partenaires de travail. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Ok, c'est un peu créer ton équipe. Exactement. Sur laquelle ouais. Tu reviens un peu, et peut-être quelques membres qui vont passer dans ce podcast. On l'espère. Il y en a qui sont intéressés, en tout cas. Parfait. Et pour finir un peu, du coup, sur le parcours, on a parlé clip, on a parlé pub, et en ce moment, depuis un certain temps, tu prépares du coup ton premier court-métrage pour mettre un pied dans la fiction. Est-ce que c'était le but dès le début, la fiction ? Ouais, alors je pense que c'était le but quand j'avais 8-10 ans. Genre, je me disais, ouais, quand je serai grand, je ferai des films. Et puis après, la réalité m'a un peu rattrapé ouais, en fait, à un moment donné, il va falloir mettre du steak dans l'assiette, tu vois. Et je pense que c'est un objectif qui a vraiment repris forme à peu près au moment du Covid, tu vois, où là, il y a eu ce truc de se dire, ok, j'ai plus le même âge. Au début, moi, j'avais surtout faim d'apprendre. Et la pub, c'est un super élément dans lequel apprendre à faire des films. T'es dans des temps qui sont très courts, t'as de la pression, de la bonne pression, tu vois. Faut trouver des solutions vite. Tu travailles avec des gens de tous horizons, de tout âge, de toutes influences, tu vois. Donc, c'est hyper... Tu te nourris énormément en pub, quoi. Et c'est vrai que la fiction, c'est des temps qui sont beaucoup plus longs, qui sont aussi passionnants, mais voilà, monter un projet, ça peut prendre des années, littéralement, tu vois. Donc ouais, arrivé au moment du Covid, pour moi, c'est aussi un moment, d'un point de vue personnel, où c'est le moment où j'ai mon premier enfant. Donc, il y a tout un tas de réflexions qui s'ouvrent à moi, qui n'avaient jamais été là avant, en fait. Et d'un coup, je me dis... Enfin, en tout cas, l'envie revient de me dire, en fait, j'ai envie de raconter des choses, j'ai envie de raconter des histoires, et même si c'est très cool de faire des pubs pour des chaussures ou du yaourt, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Et en tout cas, j'ai pas envie de faire que ça toute ma vie, parce que la vérité, c'est que je prends beaucoup de plaisir à faire de la pub, mais que je ressens ce besoin d'aller vers des choses avec de la substance pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai que Covid plus avoir un enfant, c'est la bonne recette pour la petite crise existentielle et la quête de sens. Pour se dire qu'est-ce que je fais. Et donc c'est là qu'effectivement renaît un peu ce désir de me dire... En fait, ce qui se passe assez simplement, c'est que je me dis, mais en fait, à la base, je voulais faire du cinéma. Mais juste quand j'étais petit, ça me paraissait tellement inaccessible, tellement loin de moi, tu vois. Genre, j'avais pas de caméra, je connaissais personne qui faisait des films, j'avais aucune idée de comment on faisait des films, tu vois. Donc voilà, je connaissais pas ce monde-là. Mais en fait, là, moment de petite crise, je me dis, attends, en fait, je sais faire des films. En fait, je sais raconter des trucs. En fait, j'ai suffisamment d'expérience derrière moi maintenant pour me dire, tiens, je peux raconter ci ou je peux raconter ça, tu vois. Et donc, du coup, là, je vais amorcer cette démarche de me dire, ok, on va essayer d'écrire un film, on va essayer de monter un film et on va voir ce qui se passe. Et la vérité, c'est que j'en ai déjà monté plein, même si c'était pas des projets de fiction à proprement parler, tu vois. Mais j'en ai déjà monté plein. Donc là, on va découvrir un nouvel univers, on va essayer de rencontrer des nouvelles personnes, apprendre un peu les règles de ce nouveau milieu, quoi. Je t'en demande pas plus là-dessus parce que du coup, si vous suivez un peu, on est sur le côté actuel. C'est maintenant que c'est en train de se passer. C'est ça. Donc peut-être qu'on fera un épisode d'anniversaire dans 25 ans et qu'on parlera de toute ta filmographie. J'espère. Maintenant, on va un peu passer sur des questions. Du coup, tu es réalisateur. Oui. Si je suis ta maman. Bon, on va imaginer que je suis ta maman. Attends Steven, c'est quoi comme travail réalisateur, ça gagne bien sa vie, t'as un salaire? Ouais. Est-ce que du coup il y a un salaire? Est-ce que c'est de l'intermittence, du freelance? Comment ça se passe un peu? Alors il y a plein de formules. On va dire qu'en France, le dispositif qui marche bien, c'est l'intermittence. Donc, qui n'est pas le meilleur dispositif quand tu n'es que réal,
mais qui est souvent un dispositif qui est quand même très pratique pour les artistes. Ce qu'il faut savoir sur l'intermittence, c'est que c'est un régime qui a été au départ pensé par des employeurs, par des clients, quoi, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que dans les métiers artistiques, il y a des moments où il y a des pics de demande, notamment dans le spectacle vivant, tu vois, où va y avoir les moments où les gens sont en vacances. C'est peut-être là qu'ils vont aller un petit peu plus dans les parcs d'attractions, ou qu'ils vont aller un petit peu plus au théâtre, ou qu'ils vont aller un petit peu plus voir des concerts, tu vois. Et puis, il y a des moments de l'année où les gens sortent un petit peu moins, parce que c'est la fin de l'année, ils ont peut-être un peu moins de sous, ils vont mettre leurs sous dans les cadeaux de Noël, ou que sais-je. Et donc, du coup, c'est un régime qui a été pensé pour pouvoir facilement employer des professions artistiques et facilement débaucher des professions artistiques quand il n'y en a plus besoin. Et donc, ce système-là, il fonctionne sur un principe qui est que quand on est intermittent, on doit cumuler un certain nombre d'heures dans une période donnée qui ouvre des droits qui sont des droits de chômage, en fait, comme n'importe quel travailleur, mais qui, en fait, ont cette particularité de pouvoir se faire d'une année sur l'autre, en fait, en fonction du volume horaire que tu fais. Donc ça, c'est un des trucs par lequel on peut gagner sa vie quand on est réalisateur ou quand on travaille dans les métiers de l'audiovisuel. On cumule des heures, on débloque notre statut d'intermittent et ensuite, on a un chômage, le temps de refaire les heures. Tu vois, ce qui fait que c'est un système qui te permet d'être constamment actif tout en n'étant pas à la rue les mois où il n'y a pas de travail. C'est ça, en fait, l'idée. J'ai été, moi, au régime de l'intermittence pendant quelques années. Il y a une année où je n'ai pas réussi à faire le nombre d'heures. Donc, du coup, j'ai perdu le statut. Et puis, parallèlement à ça, je travaille en tant que, on va dire, entreprise, je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Entreprise individuelle, entrepreneur, ouais. En gros, freelance, quoi. Voilà, freelance. Et là, en fait, du coup, c'est plutôt des systèmes de facture que tu vas faire. Et après, pour parler un petit peu des sous, les montants vont être en vrai très variables, parce qu'ils vont dépendre en fait des budgets des clients, du moins en publicité. Tu vois, ça veut dire quand tu es réalisateur, en fait ton client il vient avec un budget pour fabriquer le film et toi tu vas prendre un cut sur ce budget. Mais moi j'ai pu travailler sur des projets où il y avait 3 000 € de budget et j'ai pu travailler sur des projets où il y avait 300 000 € de budget. Tu vois, donc le travail c'est le même, mais le salaire c'est pas le même. Donc du coup même, le travail n'est pas plus compliqué quand il y a 3 000 de budget que quand il y a 300 000 parce qu'il faut les faire marcher, les 3 000, quoi. Ouais, on va dire que quand il n'y a que 3 000, tu cumules plusieurs casquettes. Mais quand il y a 300 000, tu as beaucoup de gens à qui tu dois rendre des comptes. Okay. Donc en fait, tu n'as pas les mêmes contraintes, quoi, on va dire. Mais, et encore, moi, 300 000, c'est peut-être les plus gros budgets que j'ai faits. Il y a des gars, ils montent sur des budgets à plusieurs millions. Tu vois, donc ça vient aussi avec un d'autres lot de responsabilités, tu vois. Et voilà. Et puis, il y a aussi des projets que tu fais pas pour les sous. Tu vois, là, on a évoqué tout à l'heure le clip. Nous, les clips qu'on a fait, on ne s'est jamais payé dessus. Mais on avait une liberté créative qui était quasi totale, en fait. Donc, en gros, tu as la possibilité d'explorer des idées avec un artiste qui, lui, en plus, peut avoir un peu de visibilité, donc en fait, qui peut aussi t'aider à rendre visible ton travail. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Tu vois, lui, il est musicien, il n'a pas forcément des milliers de sous à mettre dans un film parce que ses sous, il les met dans la musique, ce qui est logique. Et du coup, tu vois, tu peux accepter des deals comme ça, quoi. Donc, en fait, tu essayes de ménager la chèvre et le chou entre faire des projets qui vont être artistiquement épanouissants et faire des projets qui vont être rémunérateurs dans lesquels tu vas prendre des sous pour gagner ta vie, en fait. Donc voilà, tu essayes de jongler entre les deux. Il y a des années où ça marche très bien et c'est super et tu espères faire que des années comme ça. Et puis il y a des années où ça marche pas du tout parce que tu n'es plus à la mode, parce que la tendance elle a bougé sur quelque chose d'autre ou parce que simplement tu as perdu le projet contre d'autres qui ont proposé des idées qui sont meilleures. Enfin, tu vois, c'est le jeu, en fait. Tu vois, c'est des compétitions, quoi. Donc, all in all, tu trouves un peu ton équilibre. Maintenant, c'est vrai que les premières années, ça peut être très stressant parce que du coup, tu n'as pas de stabilité financière. Mais arrivé à un certain moment, je me souviens d'une chorégraphe avec qui je travaille régulièrement et avec qui on s'entend bien, où elle m'a dit, tu sais, moi, je suis arrivé à un stade dans ma vie où je peux vivre avec 10 000 € comme je peux vivre avec 100 €. Et du coup, ça va, en fait. Et en fait, c'est surtout ça qui est technique, c'est le moment où psychologiquement, tu arrives à te dire, vas-y, je suis capable de le faire. Que j'ai des sous ou que j'ai pas de sous. Et
je pense que c'est ça qui est sain, même si c'est pas facile, c'est d'être dans un truc... alors c'est bien hein, de gagner des sous, hein, je dis pas qu'il faut pas en gagner, mais dans ces milieux-là, c'est bien de réussir à être en paix avec l'idée qu'il y a des moments où tu vas en gagner et il y a des moments où tu vas pas en gagner, et que les moments où tu en gagnes pas, ça veut pas dire que tu es mauvais, et les moments où tu en gagnes, ça veut pas dire que tu es un génie, tu vois. C'est vraiment genre, c'est le jeu. Voilà. Et puis après, tu as des mecs qui vont arriver et qui vont tous striker à chaque fois qu'ils arrivent avec un projet, ils vont prendre tous les énormes budgets et c'est génial pour eux, tu vois. Mais on va dire que moi, je suis dans la catégorie de des fois, il y a des trucs, ça cartonne, des fois, il y a des trucs, ça cartonne pas. C'est le jeu. Moi, du moment que je m'amuse à faire des films et que j'ai à manger dans mon assiette et dans celle de mes gosses, ça me va. Hein. Eh ben, parfait. Et du coup, je vais pas te demander de chiffres, de quoi que ce soit, parce que comme tu l'expliquais, si c'est un statut freelance, en fait, ça peut aller de 16 à 10 millions d'euros. Ouais. Euh, Pas encore 10 millions, mais je Pas suis chaud. encore. Hein, je suis chaud. Bientôt, bientôt. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, t'es père de famille, t'es assez avancé dans ta vie. Est-ce que du coup... Pardon. Ouais, je savais. Écoute, maintenant que tu as bientôt 70 ans, Voilà, il il faudrait va tirer un peut-être petit falloir bilan, que je là. trouve un co-créateur, un nouveau co-créateur assez vite. Mais non, mais du coup, ouais, en tant que père de famille, est-ce que t'es serein maintenant? Je pense que ça, c'est une question complexe. Je sais pas si je serais vraiment serein un jour, financièrement. J'y travaille. C'est un vrai travail. Mais on va dire, j'ai confiance en mes capacités. Et je sais que si... Enfin, je sais m'organiser pour faire en sorte qu'il y ait toujours... ce qu'il faut, qu'il y ait des sous sur le compte, quoi, tu vois. Mais la sérénité financière, ça dépend des moments, quoi. Tu vois, quand tu fais un énorme projet qui te paye pour un an ou deux, ouais, t'es serein. Tu vois, quand tu fais une pub pour les Jeux Olympiques bien payés et que t'es tranquille, ouais, que t'as un an devant toi, bah ouais, les premiers mois, t'es serein. Mais les derniers mois, t'es moins serein, tu vois. Donc voilà. On a parlé du coup un peu argent et maintenant j'aimerais bien qu'on parle un peu du quotidien parce que réalisateur, je pense me douter que c'est pas un travail où il y a un quotidien défini. Il y a un quotidien très variable, oui. Ouais. Oui. Est-ce que peut-être tu peux nous parler du quotidien en général, puis peut-être ensuite nous parler de ton quotidien actuellement. Si parler du quotidien en général, c'est trop vague, Ouais. trop vaste. Bah, disons que si je devais dire un truc général, je dirais que quand t'es réal, ton métier il va se diviser globalement en 3-4 moments. Un premier moment qui est plutôt un moment dans lequel tu conçois les films. Donc ça va être des réunions, du travail sur ordi, beaucoup de recherche d'influence, de direction artistique, de casting, voilà. Tu vas passer beaucoup de temps à éplucher. Franchement, ça va du Pinterest à écouter de la musique, à ressortir des vieilles images d'archives ou regarder des films de d'autres, machin. Donc ça, c'est vraiment ta phase on va dire, de conception et de préparation. Après, tu as vraiment la phase du tournage qui, proportionnellement, est une des phases les plus courtes, mais les plus intenses. Donc c'est en publicité, tu vas tourner, en tout cas moi, dans mon expérience, tu tournes entre 1 et 5 jours. Tu vois, donc ça dépasse rarement une semaine. Quand tu fais de la stop-mo, ça peut être plus, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 3 semaines. Mais grosso modo, ça va se compter en quelques jours, voire quelques semaines, tu vois. Et en post-production, là, ça va être plutôt... soit il y a du budget, tu es avec des équipes au quotidien et tu vas, comment on va dire, piloter des équipes, quoi. Et puis, ou alors, il n'y a pas beaucoup de budget et c'est toi qui fais les choses. Et là, tu es sur ton ordi et tu fais de la post-prod, quoi. Tu fais des effets visuels, etc., quoi. Donc, on va dire, c'est un peu ça, ces grands moments. Et puis, en dehors de ces moments-là, les moments où il n'y a pas de travail, ça va être des moments dans lesquels tu essayes à la fois de prendre un peu du temps pour toi, parce que souvent, en tout cas de mon expérience, les projets pub, ils tombent souvent à des moments qui sont parfois des vacances pour les autres. Donc du coup, si tu fais que bosser pendant les vacances et pendant l'année, en fait, si tu cours après le taf, tu te reposes jamais. Donc à un moment donné, tu apprends aussi à embrasser les moments où il n'y a pas de taf, non pas comme des phases de est-ce que je vais avoir du taf un jour, mais comme des phases de cool, j'ai pas de taf, je peux souffler, je peux regarder les films que j'ai sur ma liste, que je dois regarder, je peux prendre le temps d'aller à la bibliothèque, bouquiner, regarder des livres d'art ou des trucs comme ça, tu vois. Et voilà, tu vois, je peux chiller, quoi.
Et puis ouais, c'est un peu, enfin, c'est un peu ce cycle-là, tu vois. Et puis après, tu as différents projets à différents stades. Tu vois, justement, là, on parlait un petit peu de la fiction. Bah, moi, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc où d'un côté, il y a la pub. De l'autre, il y a aussi l'enseignement, mine de rien, qui me prend du temps. Et puis, il y a le côté fiction, où là aussi, c'est plutôt du travail au long cours. Donc là, c'est plutôt à toi de dégager des moments dans ton emploi du temps pour bosser. Donc ça peut être le soir. Moi, je sais que j'aime bien bosser un peu le soir. Alors, pas tous les soirs, tu vois, mais on va dire que dans la semaine, j'aime bien prendre 2-3 soirées dans lesquelles je vais juste me concentrer sur l'écriture de mes projets de fiction. Tu vois. Et puis après, parfois, tu vas te bloquer plusieurs jours. Alors, parfois avec des copains, parfois en résidence. Enfin, il y a plein de formes différentes. Mais voilà, on va dire que c'est du travail de recherche, du travail de préparation et ensuite du travail de fabrication. Et fabrication, c'est vraiment tournage et post-prod, quoi. Tu vois. Et de ce que j'ai l'impression, c'est beaucoup de recherche et de préparation. Moi, il y avait une phrase, je ne saurais plus dire qui l'avait dit, mais qui m'avait un peu marqué, c'était ça y est, mon film est fini, je vais pouvoir le tourner, quoi. Ouais, c'est un peu ce truc de quand tu finis ton projet, tu arrives enfin à savoir ce que tu voulais faire, quoi. Et du coup, il faut apprendre à vivre un peu avec cette frustration, en fait, où dans un monde parfait, tu ferais tout 2 fois, mais en même temps, la deuxième fois, tu n'aurais pas la spontanéité de la première. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui marchent grâce à cette spontanéité. Tu vois, parce que ton comédien te propose un truc, parce que ton chef-op a vu tel truc, et puis là, c'était tel moment de la journée, il faisait telle lumière, il a fait « Attends, viens, on met ton comédien là, ça va être plus joli et tout. » Donc, tu sais, c'est beaucoup... tu rebondis énormément. Hein. C'est un métier, surtout les moments de tournage, de prépa et de tournage, et de post-production, en fait, quoi. Les moments vraiment de production au sens large, quand tu es dans le moment où tu fais le film, c'est un jonglage permanent entre ta vision et la réalité, et comment tu arrives à concilier les deux pour arriver à quelque chose qui, dans le meilleur des cas, sera plus fort que ta vision de départ. Tu vois. Et voilà. Et quand tu arrives à ta vision, c'est déjà très bien. C'est rare. Et quand tu es en dessous de ta vision, là, tu es vraiment déçu, surtout si ouais, t'es en dessous, t'es pas ailleurs, tu vois. Et c'est là où parfois les imprévus, ça t'amène pas exactement là où tu voulais, mais parfois ça t'amène dans des endroits que tu n'aurais pas soupçonné, tu vois. Et c'est là où c'est un jonglage, quoi. Il faut à la fois être ferme sur tes intentions dans la fabrication et à la fois être souple sur les aléas, parce que parfois les aléas, ça va t'amener des moments qui sont vraiment magiques, quoi, que tu peux pas commander, quoi. Tu vois. Ferme dans les intentions et souple dans les aléas. Je trouve que c'est une joli, bonne ça. phrase pour conclure un peu la partie parcours réalisateur. Yes. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie cinéma. On va parler un peu plus de films. Allez. Et du coup, pour entamer cette partie, la toute première question, c'est est-ce que tu peux me parler un peu de ton premier waouh, vraiment un souvenir où tu as regardé un film et tu t'es dit putain, ça c'est un film, quoi. Là, je suis en train de vivre un truc. Alors, je pense que le premier, je sais pas si c'est le vrai premier, mais je pense que c'est celui dont je me souviens. Je pense que c'est Le Roi Lion de Disney. Je pense que c'est vraiment un des premiers films au cinéma où je pense que j'ai été ému, j'ai été transporté, j'ai rigolé, j'ai été fasciné. Je pense que c'est peut-être même le premier film que j'ai vu genre 2 fois au cinéma. Genre, je pense que je l'ai vu une fois avec mes parents et une fois avec l'école, quoi, un truc comme ça. Hein. C'était pas genre, ouais, on va aller le voir plein de fois, mais juste quand j'ai su que j'allais le revoir, j'étais en mode, ah, trop bien, tu vois. Et ça, je pense que c'était peut-être toute première sensation de cinéma, de vivre un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Et après, je pense que le film qui m'a fait me dire, ok, ça c'est du cinéma et ça, je serais chaud d'en faire, je pense que c'est Matrix, hein. Je pense que c'est Matrix à l'époque des frères Wachowski, aujourd'hui des sœurs Wachowski. Je pense que ça, c'est vraiment le film. Donc là, j'étais en 6e et j'ai été le voir avec un pote qui était chaud, qui était comme moi. On était tous les deux chauds de le voir. On a été le voir à 2. Et je pense que j'ai pris une énorme tarte. Mais en 6e en plus. Ouais, parce qu'il faut savoir que du coup, on s'était dit pour préparer le podcast qu'on allait se le voir. Mm-hmm. Moi, je l'avais en tête, tout l'imaginaire Matrix, je l'avais déjà vu il y a longtemps. Mais en vrai, j'en avais un souvenir assez flou. Et en le regardant hier, je me suis dit, mais à voir à l'époque où c'est sorti, au cinéma, dans la salle. Ça doit être une claque
terrible Ah, mais à se gars, prendre. Mais c'est un truc de ouf. Et en plus, Matrix, ça se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que c'était aussi un des meilleurs teasings de l'époque. Alors à l'époque, t'as pas les réseaux sociaux, les téléphones portables, c'est nouveau à l'époque, tu vois. Donc et c'est même pas, je parle pas des smartphones, hein, je parle des téléphones avec des touches, hein, tu vois. Et donc en fait, à l'époque, le canal principal de diffusion, c'est la télévision. Il n'y a pas encore Internet, je crois. C'est peut-être les tout débuts d'Internet, on va dire dans les foyers, quoi. Et en gros, à cette époque, en 99, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est sorti en T'as en fait tout le monde attend un film, c'est La Menace Fantôme, c'est la prélogie, c'est le début de George Lucas qui revient aux manettes et qui va raconter l'histoire de Dark Vador, tu vois. À Oui, l'époque, en plus, le film il sort pas avec Peggy et les trois cochons en face, quoi. ouais, c'est ça. Bah, en fait, il sort même pas à ce moment-là, mais en gros, ce qui se passe, c'est que cette année-là, c'est de ça qu'on parle. Tu Ok. vois, c'est genre, waouh, il va y avoir un nouveau Star Wars. On va découvrir l'histoire de Skywalker. À l'époque, l'image de teasing qui sortait, c'était Anakin Skywalker, enfant, qui a un petit sac à dos sur Tatooine, et son ombre, c'est l'ombre de Dark Vador, tu vois. Ça tue, Et genre, ça. l'image, elle est trop puissante, tu vois, et tout le monde se dit, ce truc va être une tuerie, quoi. Et à l'époque, à la télé, le vendredi sur M6, les plus vieux reconnaîtront, il y avait une émission présentée par Isabelle Giordano qui passait le vendredi soir. Et c'était un peu, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une émission qui durait genre une demi-heure, tu sais, après le journal de 20h et avant le film du soir, quoi. Et c'était un peu genre, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ce week-end, quoi. Et donc, il présentait les bandes annonces, les trucs et tout. Et en fait, quand l'épisode 1 de Star Wars sort, avant l'épisode, passe la bande-annonce de Matrix, tu vois. Et donc, moi, je suis pas aux États-Unis, je suis pas au courant. Les Star Wars épisode 1, j'ai dû le voir au cinéma, mais en été, dans une salle pas ouf et tout, peut-être même à Noirmoutier, tu vois. Mais je vois cette bande-annonce passer dans l'émission d'Isabelle Giordano. Et je me souviens, le truc qui me marque, c'est Keanu Reeves au téléphone dans une salle blanche qui dit « I need guns, lots of guns ». Et là, tu vois dans cette salle blanche, un espèce de couloir de flingues, d'étagères qui apparaît au loin, qui arrive, il passe au milieu d'une étagère, ça s'arrête et c'est des flingues partout, tu vois, des racks de flingues infinis. Vas-y, moi, j'ai 13 ans, tu vois, et je suis en mode, c'est quoi ça? Tu vois, genre, c'est quoi ça? Et donc, la question que je me pose, c'est quoi ça? C'était précisément la manière dont ils ont communiqué autour de Matrix. C'est-à-dire que Matrix, les affiches, c'était des affiches noires avec écrit dessus What is the Matrix? Ok, ouais. Donc en fait, tu avais un espèce de hype, tu vois, de mystère autour de ce truc. On sait pas ce que c'est. C'est des images trop bizarres. T'as jamais vu des mecs sur fond blanc avec des couloirs de flingues infinis. Tu sais même pas ce qu'on va te raconter en fait. Tu comprends juste qu'il y a un truc qui s'appelle la matrice. On sait pas ce que c'est et que même les persos dans le film, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Ok, bon, bah, j'arrive en 6e, je suis en mode, j'ai des sous, je vais aller au cinéma. Et je commence à parler avec mon pote Maxence et je suis en mode, gars, ça te chauffe d'aller au cinéma, là? Il y a un truc, Matrix et tout, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air cool et tout. Ouais, vas-y, on y va, tu vois. Et là, on y va. Et là c'est une claque visuelle, créative, c'est une claque narrative, c'est une claque conceptuelle. L'idée qu'on n'est peut-être pas dans le monde réel, tu vois, c'est ouf. L'idée qu'on est les prisonniers des machines, non seulement c'est ouf pour l'époque, mais en le revoyant, je me disais, c'est tellement d'actualité. Mec, les agents de la matrice, tu vois. Ça m'a grave fait rire parce que dans le film, ils en parlent, ils disent ouais, une IA, tout ça, et ils sont obligés d'expliquer derrière IA, ça veut dire intelligence artificielle. Bah ouais, parce qu'à l'époque, c'était des termes tout le monde le sait, on est bah ouais, tellement dedans. à l'époque, c'était des termes qu'on connaissait pas. Et en fait, ce film, c'est un peu la sensation que ça m'a fait aussi en le revoyant, il est riche, quoi. Il est hyper généreux en idées visuelles, en idées thématiques, en mariage même de techniques de cinéma. C'est-à-dire que les mecs, ils vont chercher le cinéma hongkongais qu'ils arrivent à réintégrer dans le cinéma hollywoodien. Ils vont chercher des réflexions mystiques, religieuses, qu'ils arrivent à réintégrer dans une histoire de cinéma hollywoodien. Et en fait, ils font une espèce de synthèse de plein de choses, ce qui a quand même toutes les chances de faire quelque chose qui marche pas, tu vois, de faire quelque chose de bancal. Et non, ils arrivent à faire un film qui tient debout, avec des scènes d'action révolutionnaires que tout le monde va singer pendant 20 ans derrière, quoi. Et avec une histoire qui, en plus, va te faire réfléchir. Tu vois, tu vas ressortir de la salle et tu vas être en mode putain, mais ça se trouve, c'est pas là. Qu'est-ce qui me permet de dire que je suis dans la réalité, tu vois? Et aujourd'hui, avec toute la résonance que ça a sur
quelle est la place que l'on va accorder aux intelligences artificielles, qu'on va leur accorder, qu'elles vont prendre, qu'elles prennent déjà. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui sont finalement aujourd'hui dans l'actu, quoi. Et c'est marrant la façon dont tu parles du film à l'instant, tout ça, ça m'a fait faire un parallèle dans ma tête avec du coup Everything Everywhere All at Once, Ouais, où je trouve qu'il y a énormément de ressemblances. ouais. Et bon, il n'y a pas plus de réflexion que ça derrière dans mon propos, mais aussi je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils sont dans les deux cas, ça a été fait par deux personnes. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait marrer. Ben non, mais alors, je pense qu'en plus, c'est un truc qui les. À mon avis, c'est un truc qui les a influencés eux aussi. Hein, tu vois. Enfin, Sûr, je serais ouais. surpris que ça les ait pas influencés. Et je pense qu'il y a aussi ce truc un peu d'aller puiser dans des cultures variées et d'aller trouver, en fait, toutes ces réflexions un peu métaphysiques qu'on formule pas toujours. Et finalement, c'est à ça que ça sert l'art aussi, tu vois. C'est à t'aider à regarder ton expérience du réel, de la vie, tu vois, avec les yeux de quelqu'un d'autre et à avoir un peu de recul là-dessus. Et je pense que Everything Everywhere All at Once le fait hyper bien sur cette thématique des multivers et de la vie qu'on aurait pu avoir si on avait fait tel ou tel choix, tu vois. Et Matrix, lui, il le fait avec ce truc de There is no spoon. Pour moi, c'est ça, quoi. Matrix, c'est le film qui te dit le monde correspond au regard que tu poses dessus, en fait. Et si tu veux que le monde il soit rigide, il sera rigide. Et si tu veux que le monde il soit souple et que la cuillère se torde, la cuillère se tord, quoi, tu vois. Et donc c'est un peu ce truc que Matrix raconte en substance, mais en restant dans un truc entertainment, grand public, que tu peux... alors, tu peux pas regarder ça avec des enfants, mais que tu peux regarder assez tôt, tu vois, assez jouissif, tu vois, avec des bonnes bastons, des trucs de fusillade de ouf, des persos méga stylés avec des punchlines et des lunettes de soleil qui tiennent toutes seules. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'idées qui sont cool, en fait, dedans, quoi. Mais la substance, elle est vraiment dans ce truc de... ouais, qu'est-ce que c'est qu'être au monde, et est-ce que si on est capable de libérer son esprit, on peut s'envoler, quoi. Tu vois, c'est une belle idée, je trouve, de cinéma en tout cas, quoi. Et pour voir si un peu ce genre de choses dans le cinéma que tu trouves dans Matrix, tu le trouves dans tes autres films favoris, je vais te faire une question un peu cliché. Allez. Est-ce que tu peux me faire ton petit top 4 Letterboxd, s'il te plaît là Ouais. Donc, mon Letterboxd... Ah ouais, Ghost Dog, Jarmusch. Non, Ça, je mais connais pas du tout ça. Ah ouais, moi, c'est un de mes gros classiques. Là aussi, c'est... En fait, je pense que moi, j'ai baigné quand même dans une culture influencée par les cultures orientales. J'ai lu énormément de mangas. J'ai un papa qui est maître d'arts martiaux. Donc, j'ai vraiment grandi un peu dans ces trucs-là. Juste par curiosité pugilistique, quel type d'arts martiaux est-ce qu'il enseigne? Alors, il est maître d'aïkido et Ok. il enseigne aussi le iaido, qui est l'art du sabre. Ok, donc Et, ton père est presque Steven Seagal finalement. je sais pas comment il le prendrait, mais, Il le Steven prendrait Seagal- sûrement par le poignet, puis le balancerait par-dessus Voilà. la table. on va dire Steven Seagal quand il était bon, quoi. Voilà. Et quoique c'est un mec qui était quand même bon à un moment, quoi. Et ouais, donc Ghost Dog, c'est vraiment... Ah mais si, je vois très bien en fait. C'est le Renoir un peu samouraï. Ouais. Ah ok. C'est la voix du samouraï. Je l'ai C'est- commencé, j'étais trop fatigué, je l'ai fini et j'ai jamais relancé. Ah mec, il est ouf, ce film. Moi, c'est un des films où peu importe l'endroit où je le commence, j'arrive pas à le décrocher. Je vais jusqu'à Ok. la fin, quoi. Et Ghost Dog, c'est l'histoire d'un sans-abri à Los Angeles qui, parce qu'il a été un jour battu à mort par des gangs, par des mecs de gang, et a été sauvé par un ancien mafieux, a décidé de se dire qu'il devait sa vie à cet homme-là, ce qui est vrai. Et il a trouvé un jour par hasard un ancien guide, un bouquin qui s'appelle le Hagakure, qui est un code d'honneur samouraï. Et comme c'est un mec qui est à la rue et qui vit sans rien, ce bouquin, c'est devenu sa manière de conduire sa vie, en fait. Et en gros, il va organiser sa vie autour de préceptes samouraïs. Et du coup, il va devenir le vassal de ce vieux mafieux et il va devenir son tueur à gages. Et en fait, toute l'histoire est racontée dans une réalité, la réalité de maintenant, vraiment d'un Los Angeles où il y a de la pauvreté, d'un Los Angeles où les mecs écoutent le Wu-Tang Clan, alors que c'est plutôt New York, Wu-Tang. Mais en gros, dans une réalité qui n'est pas du tout en fait fantasmagorique. Et donc du coup, on a
on a des vieux mafieux qui sont mafieux à la petite semaine, qui essayent de monter leur plan un peu comme ils veulent. Et par là-dessus, il y a Ghost Dog qui, lui, vit sur les toits avec des pigeons et qui vit selon ces préceptes-là. Et c'est déjà les préceptes qui sont cités dans le film à plusieurs reprises. Ils sont tellement puissants. Et puis, au-delà de ça, c'est tellement une belle histoire. C'est tellement, pour moi, c'est ça de la poésie. Tu vois, c'est des petites scènes, c'est des petites... Genre, je donne un exemple concret. Dans Ghost Dog, son meilleur pote, c'est un marchand de glace et qui parle que français. Et Ghost Dog, il parle que anglais. Et en fait, ils sont meilleurs amis, mais ils se comprennent pas quand ils parlent. Et tout le délire, c'est qu'ils disent tout le temps la même chose. En fait, quand il y en a un, il dit un truc en anglais, l'autre le dit en français, et ils se rendent pas compte qu'ils ont dit la même chose. Et il y a cette scène où, à un moment... le marchand de glace décide d'emmener Ghost Dog en lui disant mec, faut que je te montre un truc, j'ai vu un truc sur un toit, viens. Et il l'emmène sur un toit, et de ce toit-là, il voit un gars qui, sur le toit d'en face, est en train de construire un bateau. Et du coup, il regarde un mec qui construit un bateau sur un toit dans une ville où il n'y a pas la mer, tu vois. Enfin, si, il y a la mer, mais pas à cet endroit-là, quoi. Et donc, du coup, ils sont en train de se dire, mais il est ouf, lui, il fait un bateau pour aller où? Et là, le français lui dit, je crois que c'est un Caribéen dedans, il lui dit, en français, il lui dit, mais avec votre bateau, vous allez aller où? Vous allez juste voguer dans les étoiles. Et là, le mec qui fait le bateau lui répond en espagnol, je comprends pas ce que tu es en train de me dire, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ce film, il te montre comment des gens qui parlent pas la même langue, ils peuvent se retrouver autour de quelque chose qui les fait rêver. Et Ghost Dog, c'est ça, en fait. À plein de moments dans le film, c'est des relations, et autour d'un homme qui est prêt à mourir et qui est prêt à tuer, mais qui va être un des hommes les plus sensibles, finalement, comme il est toujours au contact de la mort, c'est un des mecs qui est le plus sensible à la vie, quoi. Donc ouais, Ghost Dog, absolute classique. Ok, bah je le reprendrai, je le finirai. Ouais, en ouais. tout cas, tu me l'as très bien vendu. Ça nous fait du coup 2 films sur Ah ouais. 4. Donc les autres, qu'est-ce qu'on a? On a... Attends, je le... C'est où mon Letterboxd? Ah, Les 2 derniers sont plutôt évidents quand on te connaît un petit peu. Ah oui, c'est là. Ghost Dog, ouais, Jarmouche, bah oui, Blade Runner 2049. Et on va faire un tir groupé, hein, Blade Ouais, Runner c'est ce que je me 2049 disais. et Dune de Villeneuve. Donc là, j'ai mis le 2 sur Letterboxd, mais en fait, c'est les deux. Hein. Et d'ailleurs, ce week-end, je vais à une projection des deux, back-to-back, tu vois. Ah oui, ouais. Et, Pas mal. voilà. Ce week-end, tu vas faire ça tout le week-end, quoi. Ouais, ça va être un moment sympa. Et ouais, bah là, c'est le cinéma de Denis Villeneuve. Hein, donc Blade Runner 2049, pour moi, chef-d'œuvre absolu, quoi. Genre, on le voit en salle avec ma copine à sa sortie. Quand on sort du film, on est fatigué. Le film, il nous a fatigués. Et tu sais, pendant le chemin du retour, t'es dans ce truc où, en fait, tu parles pas trop. Parce que tout le monde, on est tous les deux en train de digérer en fait ce qu'on a vu, tu vois, et en fait c'est un film qui est riche, c'est un film qui est aussi très poétique, c'est un film qui traite aussi de thématiques un peu voisines, hein, de Matrix, avec les questions de l'intelligence artificielle, la question de la réflexion existentielle, parce que c'est ça que ça, de mon point de vue, hein, 2049, ça raconte l'histoire d'un robot qui se demande s'il est humain, et qui se demande au-delà de ça qu'est-ce que c'est qu'être humain. Donc ça, c'est des thématiques qui ont été brassées depuis longtemps, des Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, c'est ça? On Oui. corrigera s'il faut. Ouais. Et qui traitait un peu des mêmes thématiques. Moi, je suis un grand fan de Ghost in the Shell aussi. Et puis après, sur Dune, Villeneuve, c'est vraiment, là, il adapte le livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans, quand j'étais ado, qui m'a fait planer Arrakis, qui m'a fait planer pendant des années. Et la vérité, c'est que quand je vois Dune 1 au cinéma, je vois pour la première fois l'adaptation d'un livre que j'ai aimé. Je vois des images qui sont plus puissantes que celles que j'avais dans ma tête, tu vois. Okay. Donc je me dis, ouais, le gars, il est capable d'avoir une imagination qui dépasse une imagination qui est sans limite quand toi tu lis ton livre, tu vois. Donc, et puis il y a des choix d'adaptation que j'ai trouvé hyper pertinents pour porter cette œuvre à l'écran. Il y a des moments qu'il a choisi de pas montrer, il y a des directions qu'il a pris qui sont un peu différentes que dans le bouquin. Mais justement, je trouve qu'on est vraiment dans ce que moi j'appelle une adaptation, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un plan par plan, je te fais le bouquin. Il fait vraiment un film d'un livre.
et il t'envoie... Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est un des trucs auxquels je suis sensible dans le cinéma, c'est le fait de rêver, quoi. Genre, ce que j'attends d'un film, c'est qu'il J'allais justement y venir. Il y a un Ouais. peu dans le cinéma que t'aimes et que tu as envie de faire un peu. Il y a un peu Mm. du coup cette notion de sortir de la réalité, de rêve. Ouais, je pense que j'aime bien qu'un film me propose un ailleurs. Et genre, j'ai plus de difficultés avec les films qui te montrent la réalité que tu connais déjà en sortant de chez toi. Je mets une nuance à ça parce qu'il y a des films excellents qui sont au plus près du réel, tu vois. Et du coup, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est pas des bons films. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Mais je sais que moi, je suis sensible à ce qu'un film me transporte, tu vois. À ce qu'un film me transporte, m'émeuve et si possible, me fasse réfléchir à ce que c'est que ma condition d'être humain sur cette planète Terre, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent à faire les trois. Déjà, si tu arrives à en faire un, c'est cool. Mais c'est vrai que le cinéma de Villeneuve, pour moi, c'est un cinéma qui est très, très poétique, qui est très existentiel. Je pense à des films comme Arrival aussi. Et même dans un registre un peu différent, un film comme Incendie, t'es pas dans de la métaphysique, mais en fait, t'es dans du questionnement existentiel assez costaud. Hein. Et Pour la petite anecdote, on nous avait fait lire Incendie avant d'aller voir le film. Enfin, on n'est pas allé voir le film, on nous l'a projeté en cours de français après avoir lu le livre. Ouais. Et pendant la projection, la scène du bus, y Ouais. a juste un gars de ma classe qui a commencé à convulser par terre. Oh, wow. Du coup, on l'a fait sortir, on a continué le film. C'était Genre, démerde-toi, mec. c'est ça, on était vraiment dans l'ambiance, quoi. Ah putain, mais ouais, c'est vrai que c'est un film qui est très très costaud, quoi. Et donc ouais, pour moi, Villeneuve aujourd'hui, c'est un peu un des mecs qui est au top du game de ce qu'on peut faire en cinéma. C'est un mec pour moi, qui arrive qui est dans une maîtrise des outils du médium, en fait. Tu vois, il s'appuie vraiment sur ce qu'on peut faire avec un film. Il s'appuie sur le montage. C'est pour ça que d'une un, moi, je trouve que je sais que c'est un film il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était lent, que c'était chiant, qu'ils n'ont pas envie de le revoir. C'est un peu planant. Aussi. Mais en fait, il y a un truc très planant. Et puis, quand tu le revois, moi, je l'ai vu beaucoup de fois parce que je l'aime beaucoup. Mais en fait, tu te rends compte que l'espèce de musique dans laquelle il t'emmène, elle marche parce qu'elle s'appuie sur l'image, sur le son, sur le montage, sur les costumes, sur les dialogues, sur le casting, sur les accessoires, sur les effets visuels, en fait, tout est au top, en fait, quoi. Donc du coup, c'est vrai que la première fois où tu le vois, tu peux un peu passer à côté parce qu'en fait, comme tout est au même niveau, bah, il n'y a pas de truc vraiment qui pop, quoi. Mais quand tu prends le temps de le regarder plusieurs fois, c'est un peu comme du bon vin, quoi. Il va développer ses arômes. Et en fait, le truc, c'est un espèce de puissant fond d'élégance et de maîtrise, quoi. Franchement, les gars. Il n'y a pas un truc qui dépasse, en vrai, à chaque fois. Et même, je me demande... Enfin, je me suis fait la réflexion, quand tu regardes ces films d'affilée, il est actif, déjà. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs bien costauds, quoi. Ah ouais. Tu te dis comment il y a autant de place dans un crâne pour avoir toutes ces idées-là. Moi, j'ai une petite théorie. C'est que... En train de dire que Villeneuve se drogue. Non, trop pas. J'essaie de te mettre dans la sauce. Si jamais tu le rencontres un jour. Ouais. Non. Moi, en fait, un des trucs que j'ai observé chez Villeneuve, c'est qu'il fait beaucoup des adaptations, en fait. Oui, et je pense que c'est peut-être une des clés qui est que partir d'un matériau préexistant lui permet certainement d'investir, en fait, de ne pas faire tout le travail d'invention à partir de zéro, mais plutôt de t'appuyer sur un truc et de voir comment t'investis ce truc-là. Et je pense qu'il est très, très, très fort à ça. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas d'égal là-dessus. Et à la différence d'un cinéaste comme Christopher Nolan, tu vois, qui, lui, va plutôt être un mec qui va, bon, à l'exception là de son dernier projet, mais qui est plutôt un mec qui essaye de créer, tu vois. Alors, il s'appuie sur des choses déjà existantes, mais quand il fait un film comme Tenet ou comme Inception, tu sens qu'il crée son univers. Résultat, c'est peut-être moins maîtrisé. En fait, c'est deux plaisirs différents, tu vois. C'est peut-être un peu moins maîtrisé. Il y a des trucs qui sont peut-être un peu lourds. Et encore, je dis ça, le jour où je fais des films à leur niveau, je serais très content, tu vois. Ça reste des mecs qui sont en haut de la pyramide, quoi. Mais tu sens que lui, comme il a cette volonté de vraiment maîtriser et de créer tout son univers, il y a certains trucs où il peut pas aller aussi loin parce que c'est déjà tellement de taf de créer un monde. Et Villeneuve, en fait, comme il part d'un monde préexistant, qu'il investit de
de son savoir-faire, de sa sensibilité, de son énergie, bah du coup, en fait, de mon point de vue, hein, attention, je cherche pas la guerre en commentaire et tout, mais en tout cas, il faut à tout prix la guerre. On a besoin de ce référencement, Steven. Continue. donc en gros, Nolan, c'est de la merde et Villeneuve, c'est génial, quoi. Tu vois, c'est pas vrai, je ne pense pas ça. Mais en tout cas, je pense que je suis sensible à Villeneuve, et ça, c'est peut-être un truc qui est propre à moi, à ma sensibilité au cinéma, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, s'il arrive aussi loin, c'est parce qu'il part pas de la ligne de départ. Tu vois, il part déjà d'un travail qui est fait, qui est, t'as une œuvre, t'as Dune, t'as comment ça s'appelle le film de, enfin, Arrival, ça part d'une nouvelle qui s'appelle L'histoire de ta vie de Ted Chiang. Incendie, ça part d'une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, donc que tu citais. Enfin voilà, il part pas de rien, et du coup, il te fait des tueries. Si tu connais pas, faut aller voir. Eh ben, écoute, c'est une très bonne recommandation. On a parlé un peu de ce que tu aimais bien. Maintenant, on va faire encore un peu de référencement. Est-ce que tu as peut-être des plaisirs coupables, des choses que tu aimes bien, mais t'en parles pas trop, tu as peut-être un peu honte? Des plaisirs coupables. Alors ouais, c'est un peu... Oui. Alors, sur les plaisirs coupables, c'est un peu particulier parce que... en fait, moi, c'est pas des plaisirs coupables, quoi. C'est-à-dire que j'assume, quoi. J'assume qu'il fait des trucs où je me dis pas... En fait, je me dis pas, c'est un mauvais film, mais j'aime bien. Je me dis, en fait, c'est un bon film, qui a des défauts, mais c'est un bon film, tu vois. Je pense que celui que je citerais vraiment, si on veut vraiment se dire plaisir coupable, je dirais un film comme Doctor Strange, tu vois, qui est pas du tout un mauvais film. En fait, de mon point de vue, c'est pas un mauvais film. Pour moi, c'est un des meilleurs Marvel. Bah, c'est ça, c'est un Marvel. Je suis pas forcément fan des Marvel, mais tout n'est pas acheté dans Marvel. Et je pense qu'on en a déjà peut-être un peu parlé quand j'intervenais en cours. C'est-à-dire que c'est un peu du cinéma fast-food. Et en fait, on peut se dire que c'est pas bien le cinéma fast-food parce que c'est pas du vrai cinéma, blablabla. Mais en fait, on peut se dire aussi que pour plein de gens, c'est une porte d'entrée vers le cinéma, et que c'est très bien, en fait. Il faut des films qui soient faciles à prendre en main, faciles à regarder, pour ensuite se dire, tiens, je vais peut-être aller voir des trucs un peu plus complexes. Tu commences pas le cinéma en regardant Incendie, tu vois, sinon tu sais plus comment tu t'appelles. Et par terre. Bah ouais, exactement. Voilà. donc Doctor Strange, pour moi, c'est un film popcorn, quoi, tu vois, c'est un bon film popcorn. Il y a des effets visuels super créatifs dans tous les sens. Bon, l'histoire, c'est un peu une autoroute. Les persos, ils sont développés en 2-4-6. Voilà, le méchant, c'est toujours un peu le même méchant. La fin, c'est toujours un peu la bataille finale, machin. Bon, tout n'est pas très réussi, mais ça se regarde. Après, moi, je vais plus parler de comfort film, tu vois, les films de confort, qui sont un peu les films que j'aime bien regarder. J'aime bien regarder, tu sais, j'aime bien y revenir juste parce que je suis bien dans ces films-là, tu vois. Ghost Dog, c'en est un, on en parlait tout à l'heure. Je pense que là, en ce moment, celui sur lequel je reviens beaucoup, c'est Columbus de Kogonada, qui est un film qui est pas très connu, dans lequel il se passe pas grand-chose. C'est vraiment... c'est un mec et une meuf qui se rencontrent dans la ville de Columbus, qui est une ville universitaire dans laquelle beaucoup d'architectes, en fait, ont fait des bâtiments de l'université, quoi. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans cette ville avec sa mère et qui est fan d'architecture, et qui va rencontrer le fils d'un des grands architectes qui est venu dans cette ville pour faire une conférence, mais qui a eu, je crois, une attaque cardiaque ou un truc comme ça, et qui est à l'hôpital. Et donc, le fils, il attend que son père se remette. C'est un mec de 30-40 ans. La fille, c'est une meuf, une nana de 20-25 ans. Et en fait, ils vont se rencontrer et ils vont se lier d'amitié. Voilà. Et on va juste les voir se balader, parler d'architecture, parler un petit peu de la vie, le tout dans des décors qui sont magistralement filmés, de mon point de vue. Et c'est un film... Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de retournement de ouf, ils se chopent pas à la fin. T'es vraiment sur une relation amicale avec des hauts, des bas. Ils partagent des clopes, quoi. Il y a un petit côté... C'est quoi le nom du film avec Aniston et Bill Murray ?
Ouais, je comptais sur le technicien. Lost in Translation, mais c'est Ah Scarlett ouais. Johansson. Ah Ouais, oui, voilà, Scarlett c'est ça. Ah ouais, tu Je- l'as bien. Je remercie le technicien coquin, on va l'appeler comme ça maintenant. Je remercie Noah, merci beaucoup à lui. Ouais, Ouais, du ouais. coup, il y a un petit peu ce côté-là où c'est des Ouais, ouais, ouais. personnes qui se baladent un peu dans une ville qu'ils connaissent C'est pas ça. spécialement. C'est ça. Bah effectivement, pour moi, Lost in Translation, tu vois, j'aime bien ce genre de cinéma. Mm. J'aime bien les films où il se passe pas grand-chose. Ah mais oui, c'est Et, vrai qu'il y a même une ref à Lost in Translation dans Dans Intensity. Dans Intensity, ouais. Ok. Ouais, ouais. Kato. Et pour ceux qui trouveront la ref. Kato, 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 Kato. Et mais ouais, donc j'aime bien ce genre de film. Après, Lost in Translation, pour le coup, c'est vraiment une forme d'histoire d'amour, au final. Parce Ouais. qu'en fait, on comprend qu'ils sont en train de tomber un peu amoureux, mais qu'ils sont pas dans le... Ils sont dans un moment de leur vie, l'un et l'autre, où en fait, c'est pas possible. Et ça va être cette histoire d'amour manqué, quoi, tu vois, qui est très cool. Mais vraiment, je veux pas que les gens aient des fausses expectations sur Columbus. C'est pas du tout une histoire d'amour. Et c'est vraiment une rencontre amicale. Et je trouve ça... Enfin, tu vois, là, en y pensant, je me dis, c'est tellement beau comme film, quoi. Et c'est tellement... Ça fait tellement respirer des films qui sont pas là en train d'essayer de tout le temps garder ton attention et de cutter et de rajouter des trucs et de machin parce que sinon tu vas aller sur TikTok, je sais pas quoi. Waouh, cool. Vas-y, un film avec deux persos qui discutent de pourquoi est-ce que t'aimes tel ou tel bâtiment. Parce que du coup, dans l'histoire, il y a ce truc où la nana, elle est fan d'architecture et le gars, lui, il déteste ça. Parce que pour lui, l'architecture, c'est le truc qui lui a volé son père. Il a jamais vu son père parce qu'il était tout le temps par Monts et par Vaux à faire des bâtiments. Donc lui, l'architecture, c'est un truc qu'il déteste. Et il est face à cette nana qui, elle, rêve devant ce truc-là. Donc c'est cette rencontre-là, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, Steven, on en a parlé un peu de tout. Mais j'ai quand même une dernière question pour toi. Allez. Je te demande d'imaginer aujourd'hui un petit gars ou une petite fille Ouais. qui rêve de devenir réalisateur ou même de bosser plus largement dans le cinéma. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour cette personne qui a peut-être, allez, on va se dire 15 ans, qui arrive sur la fin du collège, qui va rentrer au lycée? Est-ce que tu as quelque chose à lui conseiller? Ouais, je pense que pour moi, c'est un peu évident, je dirais. Fais des films. Fais des films. Fais des films avec ton téléphone, fais des films avec la caméra de ton daron s'il en a une, fais des films avec l'appareil photo de ton pote s'il en a un. Mais en fait, monte des projets, en fait. Parce que en vrai, la différence entre les gens qui bossent dans ce milieu et les gens qui rêvent de bosser dans ce milieu mais qui n'y bossent pas, c'est que en fait, tous ceux qui y bossent à un moment donné, c'est des faiseurs. Tu vois, c'est un moment, c'est des gens, ils sont sortis les mains de leur poche et ils se sont dit, on va essayer. Et au début, tu rates. Au début, c'est pas bien, c'est pas comme dans ta tête, c'est frustrant, c'est dur. Mais en fait, tu t'accroches, tu continues, tu réessayes. Et puis, petit à petit, tu y arrives de mieux en mieux. Et surtout, petit à petit, tu cumules de l'expérience. Donc, tu commences à comprendre, en fait, comment on s'y prend. Donc, je dirais, ouais, fais des films. Fais-toi une culture aussi. Parce que je pense que c'est aussi un vrai truc. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement bombardé d'images qu'on prend plus trop le temps d'investir ce qu'on regarde. Et il y a une très grosse différence entre passer 15 minutes sur TikTok ou sur Insta à scroller et prendre une heure et demie pour s'investir dans un film. Mais il ne faut pas perdre de vue que TikTok n'existerait pas sans le cinéma. Et donc le cinéma, c'est vraiment l'art qui est de l'image en mouvement par excellence, le premier. Et du coup, si tu te fais pas cette culture cinématographique, sans forcément aller te prendre la tête à regarder des films que tu n'as pas envie de voir, mais surtout plus de se dire, de s'intéresser en fait à qu'est-ce qui a été créé et d'essayer de découvrir ta propre sensibilité. La culture, elle sert à ça. Et parce qu'en fait, dedans, il va y avoir toutes les clés de création. En fait. Sinon, tu vas réinventer la roue en permanence et à la fin, tu vas être tout content d'un film un peu médiocre que tu auras fait et puis tu te rendras compte qu'il y a un réalisateur qui a fait la même idée en 1000 fois mieux il y a 40 ans et que si juste tu avais commencé par voir ce film-là, bah, tu serais peut-être parti beaucoup plus loin avec ton idée. Tu vois. Donc je pense qu'il y a un vrai truc de culture, de se dire, ouais, essayer de regarder des films qui nous donnent envie, des films qu'on nous conseille, faire un peu cet effort de les regarder sans être sur le téléphone en même temps, de les regarder en temps réel, pas en 1.5, et en fait de prendre le temps de s'immerger. Mon prof de philo disait en terminale, et ça m'est resté,
il disait il n'y a pas de bon film dans lequel on ne puisse pas s'ennuyer. Et à l'époque, quand t'as 17 piges, t'es en mode non, au contraire, un bon film, c'est un film, machin. Mais avec le temps, je comprends ce qu'il veut dire. Et c'est un peu ce truc de il faut accepter que si un film il est bien fait, il va y avoir des moments qui vont être très forts et il va y avoir des moments qui vont être plus relax. Et c'est ces contrastes-là, en fait, qui vont jouer sur la sensation d'immersion, en fait, quoi. Et donc, du coup, bah oui, il y a des moments où on souffle un peu, on se laisse un peu porter, on sait plus trop, machin, et bim, ça repart, quoi. Donc, faut pas avoir peur de ça. Faut regarder des films et faut en faire. C'est, en fait, la recette, elle est simple. Eh ben c'est un très très bon dernier conseil. Est-ce que peut-être le technicien coquin a un conseil pour tous les jeunes qui rêvent de faire du cinéma? Ouais, faites des films et allez sur Letterboxd, vous renseigner sur les meilleurs films, les mieux notés et tout, les must-watch et tout. Voilà. Ce sera Ouais, cut, carrément. ce sera cut malheureusement, il faut le savoir, on est tout pile au-dessus de la limite de temps. J'aurais essayé. Sur ces belles paroles du technicien coquin, on arrive à la fin de ce tout premier épisode de Regard Cam, mais ne vous inquiétez pas, un nouvel épisode arrive dès le mois prochain. Steven, merci beaucoup pour ta présence. Merci. Et je suis très pressé de te retrouver en tant que co-animateur le Yes. mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un pouce en l'air. Vous pouvez me suivre sur YouTube où je poste des vidéos sur le cinéma en tapant Vroums, V-R-O-U-M-S. Je suis aussi présent sur Instagram et TikTok. Et vous pouvez suivre Steven sur quel réseau ? Moi, j'ai pas beaucoup de réseaux. Je suis sur Instagram essentiellement, Steven Briand Director. Comme ça se prononce, STEVENBRIAND-DIRECTOR. Voilà. Et puis, ou Bounty Banana, plus simple, où là, c'est le duo que je forme avec Julien. Et puis, mais surtout, abonnez-vous à Regard Cam. Évidemment, évidemment. Est-ce que le technicien coquin a aussi un compte Instagram, une chaîne YouTube qu'il souhaite mettre en avant ? J'ai pas de compte sur lequel vous pouvez me suivre, mais par contre, j'ai un court-métrage qui arrive bientôt. Voilà, c'est Yes. parfait. On en parlera lorsque ce sera diffusable et diffusé. Évidemment, pouce en l'air, partagez, abonnez-vous à Regard Cam. Et on se dit à la prochaine avec une invitée tout à fait passionnante. Ah bah oui. Normalement, oui, c'est validé. Est-ce qu'on a un petit teasing sur la prochaine invitée, Steven ? Alors, est-ce que je peux révéler ou ouais? Écoute, révèle, je ferai une autre fin alternative. Si s'il jamais. faut. Mais oui, donc a priori, on aura avec nous Elisabeth Iturbe, qui est du coup une scénariste et aussi une podcasteuse, dont le podcast s'appelle La Perche est dans le cadre, qui est un podcast de critique de cinéma, et du coup très intéressant à écouter. Moi, je sais que j'aime bien écouter les critiques de cinéma. Parfois, ça m'aide à comprendre et à mieux comprendre ce que j'ai vu en salle. Et puis surtout, ça donne plein de conseils, voilà, plein d'idées. Mais donc l'idée, c'est qu'elle vienne nous parler un peu de son métier de scénariste, aussi parce que, on le redira, mais c'est aussi ma co-scénariste sur le projet de court-métrage que nous allons tourner l'été prochain. C'est dingue. Voilà. Tout est Tout lié. est Quoi. lié, Comme, tout est si, lié. comme si vous vous connaissiez finalement. Et du coup, pour finir, on remercie également les studios de l'Ouest dans lesquels on est en train d'enregistrer ce podcast. C'est ça, les studios de l'Ouest. Voilà. Donc le fin mot, abonnez-vous tout partout et on se dit au mois prochain. Merci, bye bye.